Bon, qui est chaud pour écouter 21 histoires d'horreur au chaud sous la couette? Alors moi je suis partant, en même temps je suis un peu obligé car c'est moi qui y raconte. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour la première histoire de cette vidéo. Bisous. Pour cette histoire, on va parler de Mathias et surtout de ce qu'il a vécu, bien entendu. Alors Mathias, il a 22 ans et c'est un étudiant dans le commerce. Il explique qu'en parallèle de ses études, il travaille quelques heures par semaine en tant que livreur. Alors chez Domino's Pizza, vous l'aurez compris au titre de la vidéo. Mathias raconte qu'il fait ça car son école coûte assez cher et qu'il s'est mis d'accord avec ses parents pour les aider financièrement. Et ça a du mérite. Ça fait donc 2 ans que Mathias fait ce job étudiant et jusque-là, il explique qu'il n'avait jamais, mais alors jamais, eu de problème. Il raconte quand même que parfois, il y a eu quelques déconvenues sur la route ou tout simplement que des personnes n'ont pas prévu le nécessaire pour payer, mais globalement ça va, c'est jamais rien de très grave. Mais attendez un petit peu, car ça va pas tarder à tourner vinaigre pour notre ami Mathias. Un mardi soir, Mathias commence alors son service et tout se passe bien jusqu'à la fermeture. Et en effet, quelques minutes avant la fermeture, Domino's reçoit une commande de 3 pizzas. Et ça, j'imagine que ça doit être un peu relou pour Mathias, du coup le livreur, qui voulait probablement terminer sa journée et rentrer tranquillement chez lui. Alors faut imaginer qu'il doit être 22h, 22h30, donc ça se comprend. Mais bon, Mathias c'est pas le chef, c'est pas le boss, donc cette livraison, il va la faire. Et petit problème, c'est que cette livraison est assez éloignée, genre aux limites de la zone de couverture, ce qui va donc prendre pas mal de temps à Mathias pour déposer la pizza et ensuite revenir au magasin. Mathias monte alors rapidement sur son scooter, rentre les coordonnées du client, sauf qu'il remarque que sur son GPS, que l'adresse qu'il a donnée, en fait ça donne sur un grand et immense parking. Et moi quand j'ai lu ça, j'ai tiqué un petit peu, mais a priori ça se fait souvent. Il y a déjà eu des commandes de couples qui commandent dans leur voiture une pizza et qui la mangent tranquillement ensemble. Alors on peut imaginer qu'ils étaient en date et ça explique cela. Mathias arrive donc au bout de 15 longues minutes au parking et il aperçoit effectivement une voiture. Cette voiture a notamment la particularité d'être allumée au niveau du plafond. Donc instinctivement, Mathias se dirige vers celle-ci en pensant que c'est bien eux qui ont commandé les 3 pizzas. Il s'approche donc du véhicule et il remarque qu'une silhouette éteint très rapidement la lumière du plafonnier. Alors ce qui fait que Mathias voit donc 2 silhouettes dans le noir en train de s'agiter dans tous les sens. Et je vous vois les coquins, ils font pas ce que vous pensez du tout. Mathias a alors le bon réflexe de s'arrêter à une dizaine de mètres de la voiture et de descendre de son scooter pour sortir les pizzas et les livrer à ces personnes par la même occasion. Il explique qu'il se met à une dizaine de mètres au cas où ces personnes étaient occupées à vous savez quoi. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Quelques secondes plus tard, une des personnes sort du véhicule. Cette personne, lorsqu'elle sort du véhicule, dégage une forte odeur de Alors tout de suite, Mathias, alors qu'il a une dizaine de mètres de la personne, sent justement que ça sent pas très bon pour lui. La personne s'approche de Mathias et d'un ton assez agressif va lui demander de se tirer d'ici. En clair, la personne va le menacer de le tabasser violemment si Mathias ne prend pas ses jambes à son cou. Mathias ne comprend pas et il explique calmement qu'il est juste livreur de pizza et qu'il pensait que les 3 pizzas commandées étaient tout simplement pour eux. Et c'est vrai, c'est normal. Mathias va du coup pour faire demi-tour avec son scooter et s'en aller. Sauf qu'une deuxième personne va alors sortir du véhicule et se diriger à toute vitesse vers Mathias également. Ce jeune homme qui vient de sortir du véhicule est encore plus agressif que le précédent et demande surtout pourquoi Mathias est là ou encore qu'il n'a rien à faire ici. Alors Mathias répète encore une fois qu'il est livreur de pizza et qu'il est désolé de les avoir dérangés et du coup il sort son téléphone pour prouver sa bonne foi, sauf qu'à peine il a le temps de faire ça que le jeune homme qui est assez énervé, assez agressif, tape dans son bras, ce qui provoque bien entendu la chute du téléphone par terre. L'une des 2 personnes dit donc à Mathias de ramasser son téléphone d'une voix très sec. Mathias se sent contraint et s'exécute de ramasser son téléphone même si c'est encore une fois qu'à ce moment-là ça sent pas bon pour lui. Sauf qu'en s'exécutant, en ramassant son téléphone, il reçoit un énorme coup de pied en plein visage. Et directement, les 2 jeunes hommes ruent de coups notre ami Mathias. Mathias explique qu'il s'est protégé comme il le pouvait, mais que les coups font extrêmement mal à ce moment-là. Il raconte aussi qu'il a entendu plusieurs mots, plusieurs phrases de la part de ses agresseurs pendant qu'il était en train de se protéger par terre. Il a notamment entendu « c'est notre territoire ici, tu n'as rien à faire là, on vous écrase tous ». Alors clairement, ça laisse sous-entendre que les 2 jeunes hommes appartiennent à un groupe de dealers, et je dis ça par rapport à l'odeur de ou tout simplement un petit gang en fait de racailles. En tout cas, une chose est claire, ces personnes ne sont pas très nettes pour s'en prendre à un livreur de pizza qui ne leur veut rien de mal. Au bout de quelques secondes, les 2 jeunes arrêtent de frapper Mathias et expliquent qu'ils vont lui donner une bonne leçon d'être venus sur leur territoire. Et vous voyez, surtout quand on parle de territoire, pour moi ça fait forcément office à un gang ou quelque chose comme ça. Et petit à petit, ils vont donc déshabiller Mathias, qui je le rappelle est dans un sale état. Il vient de se faire frapper le bonhomme et ça, c'est pas rien. Et pourquoi ils font ça d'après Mathias? Tout simplement pour donner la leçon comme on a dit. Et effectivement, si on te fout à poil dans la rue, tu retournes plus jamais là-bas, c'est vrai. Mathias se retrouve donc torse nu alors que les 2 jeunes hommes lui enlèvent son pantalon. Et c'est alors qu'un énorme bruit retentit du bout du parking et ce bruit c'est 2 voitures et plus précisément leur bruit de klaxon. 2 voitures arrivent alors à grande vitesse et s'arrêtent à quelques centimètres des agresseurs. 4 personnes sortent des voitures et viennent secourir Mathias tout en faisant prendre la fuite aux 2 jeunes hommes. Les 4 personnes sont tous des mecs âgés entre 30 et 35 ans et clairement pour le peu que se souvient Mathias à ce moment-là, c'est des armoires à glace, mais littéralement. Ils sont donc très dissuasifs et ça aurait du coup provoqué la fuite des 2 jeunes
jeunes hommes qui sont partis en trombe avec leur voiture. Mathias se souvient d'être soulagé à ce moment-là, même s'il ne connaît pas les 4 personnes qui lui sont venues en aide. Mathias se fait donc aider par les 4 hommes qui vont directement le mettre dans une voiture et l'emmener au plus vite à l'hôpital. Et même si on a l'impression qu'il est secouru, pour moi ça ressemble quand même à un thread d'horreur ce truc là. Le scooter de Domino's Pizza, lui il est laissé à l'abandon sur le parking et les 4 hommes plus Mathias vont à l'hôpital. Et le truc drôle, c'est que ces 4 personnes ne sont pas là par hasard, car c'est en fait elles qui ont commandé les 3 pizzas en dernière minute. Et c'est pour ça qu'ils sont là et qu'ils ont pu venir en aide à Mathias. Ils ont expliqué à Mathias qu'ils rentraient de soirée et qu'ils voulaient se faire quelques pizzas avant de rentrer chez eux. Sauf qu'ils ont pris un peu de retard sur la route, qu'ils sont arrivés sur le livraison un peu en retard, laissant Mathias avec les 2 jeunes hommes ultra agressifs. Bref, histoire qui finit assez bien, nous précise Mathias, car il n'a rien eu de cassé. Mais surtout, Mathias c'est quelqu'un d'assez optimiste et il explique que même si ça l'a choqué de ce qui s'est passé, il va retenir davantage, et il a raison, la gentillesse et la sympathie des clients de Domino's Pizza qui ont bien pris soin de lui. Et encore une fois, chapeau à ces 4 personnes. S'ils regardent la vidéo, j'aimerais bien. C'est trop cool d'être venu en aide à Mathias. Bon, fin de cette première histoire et je pense que pour un retour, on démarre bien. On va enchaîner tout de suite avec une seconde histoire bien différente. Pour cette histoire, on va aborder le cas de Madi. C'est une femme de 38 ans qui travaille dans une grande entreprise. Mais on ne saura pas laquelle, je vous le dis tout de suite. Madi explique que pour son boulot, elle part assez régulièrement en déplacement, que ce soit pour voir des clients ou voir d'autres personnes qui travaillent dans le même groupe, mais pas dans la même région, par exemple. Et alors que d'habitude, tout se passe super bien, elle va dans des hôtels, dans des lodges assez confort, et bien cette fois, tout va pas se passer super bien. Madi elle explique qu'elle arrive dans un lodge que lui a réservé sa société. Et pour ceux qui savaient pas comme moi, le lodge, en fait, c'est un logement en pleine nature. Et vous me dites si je me trompe, mais a priori, c'est bien ça. Du coup, le lodge de Madi ne déroge pas à la règle, et elle est donc en pleine nature, dans un petit cabanon très sympa. Alors non, pas du tout. Madi explique que le cabanon est assez morose et qu'il fait même assez peur au premier regard, malgré le fait que la nature aux alentours est très agréable. Mais bon, pas grave, elle doit passer une seule nuit sur place dans ce lodge, car demain elle doit se rendre à un meeting à plusieurs kilomètres. Donc pas de problème, ça arrive que parfois, des logements qu'elle a en campagne sont parfois moins bien que ceux dans des grandes villes. Alors en fait, je précise que ça se passe en Amérique, donc ça m'étonne qu'à moitié, qu'en plein milieu du Massachusetts par exemple, ça soit un peu plus, on va dire, dans son jus. Bref, Madi arrive à son lodge, elle monte sur le porche avec sa valise, et elle remarque qu'il y a un boîtier avec un code, et que les clés sont dedans. Elle fait donc le code, prend ses clés, sauf qu'au moment de rentrer dans le lodge, elle a le réflexe de se retourner, et elle aperçoit quelqu'un au loin. On dirait un homme qui vient en direction de Madi. Pour elle, aucun doute, c'est le propriétaire du lodge qui vient l'accueillir. Et j'avoue, ça fait sens de penser ça. Sauf que la personne au loin va s'arrêter. Elle va fixer Madi plusieurs secondes, plusieurs longues secondes, et ensuite faire demi-tour. Donc premier truc assez glauque pour Madi à ce moment-là, qui se retrouve mal à l'aise avec la situation. C'est vrai, c'est bizarre qu'un homme, que le propriétaire même, avance comme ça près du lodge de Madi, la fixe et s'en va sans rien dire. Alors je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que c'est un petit peu chelou quand même. Mais bon, c'est pas tout ça. Madi, elle passe à autre chose. Elle rentre dans son lodge pour poser sa valise, puis repart pour aller manger dans une ville à quelques kilomètres de là. Elle a prévu ensuite de rentrer, de dormir pour être en forme pour son meeting le lendemain matin. Donc elle va manger, puis elle revient. Il se passe pas grand chose quand elle va manger, tout se passe normalement. Mais quand elle revient, l'ambiance est désormais très sombre et il n'y a que très peu, mais alors très peu de lumière aux alentours. Madi allume la lumière de son téléphone portable et rejoint son cabanon, tout en étant effectivement sur le qui-vive, car je cite, les bruits des arbres, la pénombre, l'ambiance, tout ça c'est pas joyeux et ça va pas s'améliorer avec le temps. Elle rentre vite dans son lodge et se dirige vers sa valise. Elle va pour mettre sa valise dans sa chambre, sauf qu'en la soulevant, la valise s'ouvre et tout tombe par terre. Et là où c'est troublant pour Madi, c'est que, évidemment, c'est pas normal. D'habitude, elle laisse toujours un cadenas sur sa valise, ce qui fait qu'elle est constamment fermée. Or là, le cadenas est à quelques centimètres plus loin et sa valise s'est ouverte comme si la fermeture n'était pas fermée. Alors je sais pas si j'arrive à bien vous expliquer à ce moment-là, mais clairement, elle a soulevé sa valise et tout est tombé par terre. C'est aussi simple que ça. Donc le propriétaire des lieux qui agit bizarrement à l'arrivée de Madi, l'ambiance qui est assez pesante dans la campagne américaine et tard le soir, puis ça, ça met tout de suite Madi dans une situation très inconfortable. Elle va donc alors décider de prendre une douche et d'aller s'enfermer dans sa chambre et de se coucher. Sauf que ça va devenir un réel calvaire pour elle. Au moment où elle prend sa douche, Madi va entendre plusieurs bruits chelous, comme des claquements. Comme si quelqu'un tapait légèrement avec un bout de bois sur le lodge, sur le cabanon. Alors c'est étrange, mais une fois l'eau coupée, Madi n'entend plus rien. Tout est silencieux dans le lodge et en fait ça la rassure même pas non plus. Elle s'apprête donc à aller se coucher et mettre tout ça derrière elle. Elle va donc très vite enfiler son pyjama pour aller dans son lit et espérer qu'il n'y ait plus rien de chelou qui se passe jusqu'au lendemain matin. Sauf que Madi, avant de se mettre dans son lit, va pour fermer les rideaux à sa fenêtre. Sauf qu'en fermant les rideaux, elle est persuadée d'avoir vu un cerf un peu plus loin. Elle dit que c'est un cerf car elle est convaincue d'avoir vu les cornes du cerf.
Et franchement, voir ça en pleine nuit, ça doit être assez impressionnant, je l'avoue, surtout dans ce contexte. Bref, tout ça, ça tracasse Maddie qui malheureusement a du mal à s'endormir. Elle a vraiment du mal, elle est pas à l'aise. Mais Maddie elle explique que le fait de ne pas trouver le sommeil l'a peut-être empêché de vivre quelque chose de beaucoup plus creepy ensuite. En fait, au bout de quelques minutes à chercher le sommeil, elle est sûre d'entendre des bruits en provenance de sa porte d'entrée. Elle sent comme si en fait on trifouillait la serrure. Maddie a alors le bon réflexe de se lever et de crier de toutes ses forces. Son but, c'est clairement de faire du bruit et allumer la lumière dans l'espoir de faire peur à là ou même les personnes qui se trouvent potentiellement devant chez elle. Et Maddie, elle a un courage incroyable car elle va allumer le salon et taper très fort sur la porte d'entrée, toujours dans le but d'alerter le plus de monde autour d'elle, même si les autres lodges se situent à plusieurs dizaines de mètres du sien. Maddie décide d'ouvrir la porte, allume le porche, mais rien. Personne n'est devant sa porte d'entrée alors qu'elle est sûre d'avoir entendu quelque chose. Et pour elle, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, malgré qu'elle voit rien, elle est persuadée d'entendre quelqu'un courir, voire s'échapper au loin. Mais comme il fait noir, elle voit rien. Maddie, elle appelle le propriétaire pour lui dire ce qui se passe et coup de chance, il est réveillé et indique qu'il arrive d'ici 10 minutes. Maddie, avant de retourner dans le salon, jette un dernier coup d'œil sur le porche et peut effectivement remarquer plusieurs traces de boue, ce qui s'apparente même à des traces de pas en direction de la forêt un peu plus loin. Donc voilà, maintenant il n'y a même plus de doute, effectivement il y avait bien quelqu'un qui était là pendant ce temps-là. Pour elle, c'est sûr, tout ce qui s'est passé depuis le début, c'est pas un esprit ou des trucs paranormaux. Il y a bel et bien eu quelqu'un qui a trifouillé sa valise, qui s'est immiscé dans son lodge et qui a même tenté de rentrer de force en pleine nuit. Mais qui, on sait pas. Le propriétaire va alors arriver plusieurs minutes après et s'excuser pleinement auprès de Maddie pour ce qu'elle a vécu. Il va alors décider de déplacer Maddie de cabanon pour la mettre loin de la forêt, mais proche d'une source de lumière pour qu'elle se sente plus en sécurité. Et heureusement, plus rien va se reproduire après ça. Maddie conclut sur le fait qu'elle a vraiment eu un feeling étrange avec tout ce qui s'est passé dans ce cabanon. En tout cas, elle explique qu'elle a pu enfin dormir après tout ça et que tout est rentré dans l'ordre. Bon, et bien qui veut passer une petite nuit dans un cabanon tout seul dans le noir et proche d'une forêt? Alors je vous le dis, levez pas tous la main en même temps, je vous vois pas. Alors on va enchaîner maintenant avec une troisième histoire et vous allez voir, celle-ci, moi elle m'a mindfuck le cerveau tellement elle est dingue. Pour cette dernière histoire, laissez-moi vous parler de Talia. Talia, c'est une jeune femme de 22 ans qui vit chez ses parents dans une petite ville absolument sans problème. Elle explique que c'est presque un village où tout le monde se connaît tellement il y a peu d'habitants. Et niveau études, Talia elle est en biologie et ça fait 4 ans qu'elle fait ça et a priori il ne lui reste plus qu'1 an pour terminer ses études et rentrer dans le monde professionnel. Et elle nous raconte à travers son thread qu'en ce moment, enfin au moment où elle raconte son histoire, elle a pris pas mal de retard dans la rédaction de son mémoire. Et comme il est à rendre pour dans 1 mois, dès qu'elle finit ses cours, elle rentre chez elle pour bosser dessus. Ce qui a pour conséquence qu'elle se retrouve seule vraiment beaucoup de temps chez elle, notamment le temps que ses parents rentrent du travail. Talia explique qu'un soir, il est 22 h et que ses parents sont dehors avec des amis qui sont à l'origine des collègues de travail de son père. Talia elle passe donc la soirée seule chez elle, dans sa maison, dans son petit village. Il est donc bien 22 h qu'elle entend, en train de réviser, des bruits qui s'apparentent à une visseuse venant de la buanderie. Talia elle est surprise d'entendre ce bruit, donc elle descend et en fait rien de grave, c'est juste la machine à laver qui tourne et qui était probablement programmée à 22 h. Et ce qui paraît logique car j'ai appris il y a pas longtemps que faire tourner une machine à laver la nuit ça coûte moins cher. Bon, vous me confirmez dans les commentaires, je suis pas trop ménage, mais normalement ça paraît logique. Le bruit de la machine à laver faisant pas mal de bruit, Talia n'arrive pas à se concentrer et par conséquent elle va mettre ses écouteurs sur ses oreilles avec la musique à fond. Alors pas sûr que ce soit mieux mais bon. Talia elle continue de bosser quand soudain elle est attirée par un mouvement provenant de dehors. Et pour vous mettre dans le contexte, Talia elle bosse sur son bureau avec une fenêtre devant elle. Et ce mouvement qu'elle croit apercevoir, c'est justement depuis cette fenêtre. Et Talia n'est pas sûre à 100%, mais elle pense avoir vu quelqu'un courir à toute vitesse dans la rue. Et vous allez me dire, c'est un simple coureur qui, c'est vrai, court un peu tard. Eh bien, pas du tout. Talia elle explique que pour elle, la personne qui était littéralement en sprint était habillée en mode random, en mode ville, comme vous et moi à l'heure actuelle. Bon, sauf si vous écoutez cette vidéo dans votre lit, bien sûr. Et comme je l'ai dit, on est dans un petit village. Et Talia, elle sait qu'il y a personne qui court en sprint dans la rue à 22 h du soir. Donc c'est vraiment louche pour Talia. Malgré tout, elle se remet au boulot, comme elle peut, même si tout ça lui reste dans la tête. Elle a du mal à se concentrer et repense constamment à ce qu'elle vient de vivre, on va dire. Et plusieurs minutes vont se passer jusqu'à ce qu'elle entend son téléphone s'éteindre. Boum, plus de batterie. Et ça l'embête car y a toujours les bruits qui viennent d'en bas et ça l'empêche de réviser. Et du coup, en continuant à réviser, elle se concentre un petit peu plus sur les bruits qui proviennent d'en bas et là elle est sûre, ce qu'elle entend c'est pas la machine à laver. Bref, elle descend donc et effectivement la machine a fini son cycle. Et c'est alors qu'elle remarque que le bruit provient désormais d'un autre endroit, de la porte d'entrée. Alors deux options possibles. La première, c'est ses parents qui rentrent un peu plus tôt que prévu. La seconde option, c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout qui tente de rentrer par effraction dans la maison.
Elle va alors courir au niveau de la fenêtre du salon pour voir devant son entrée qui est en train de tambouriner sur sa porte. Et là, le problème pour Talia, c'est que c'est pas ses parents. Elle voit juste une silhouette qu'elle ne reconnaît pas, mais qui ressemble à coup sûr à la personne qui a quelques minutes auparavant tapé un sprint devant sa fenêtre. Du coup, réflexe pour Talia, c'est de prendre ses jambes à son cou et de se réfugier dans sa chambre. Talia monte alors 2 par 2 les escaliers et s'enferme à double tour. Et Talia raconte qu'elle a pu entendre le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir au moment où elle est rentrée dans sa chambre. Donc elle est sûre, un individu est dans sa maison et Talia, elle est sans défense. Talia se dit que son seul espoir, c'est cette porte qui va la séparer de cet intrus et décide donc de déplacer aussi vite qu'elle peut sa table de chevet et se mettre devant pour éviter qu'il ne défonce la porte. Et l'inévitable arrive. L'intrus est en train de s'en prendre à la seconde porte, la porte qui sépare du coup l'intrus et Talia. Heureusement, celle-ci tient, mais ça va pas durer longtemps. Au bout de quelques secondes seulement, à entendre des coups sur la porte de sa chambre, Talia est surprise d'entendre des bruits de visseuse, ou du moins ce qui s'apparente à une visseuse. Et malheureusement, c'est pas un rêve. Elle voit une grande lame percer sa porte. Alors pour vous expliquer, l'intrus découpe rapidement un carré et le pousse afin qu'il puisse voir à l'intérieur. Talia explique qu'elle a pu voir la tête de l'intrus cagoulée, dépasser de la porte et que c'est à ce jour extrêmement traumatisant pour elle d'en parler. Et oui, c'est vrai, on dirait que le mec a voulu faire comme dans Shining, je suis d'accord avec vous. Bref, l'heure est grave pour Talia qui, malgré le stress et l'angoisse, va apercevoir sur son bureau des tubes à essai ainsi qu'une petite bouteille d'acide chlorhydrique. Alors je vous l'ai dit, elle fait des études en biologie, donc c'est logique d'avoir ça chez elle. Ni une ni deux, Talia se lève, prend la bouteille et asperge l'intrus par le petit trou. Et ça fait mouche. Elle entend l'homme hurler de douleur pendant plusieurs secondes. Et les cris sont tellement forts que ça va alerter tous les voisins de Talia qui vont petit à petit sortir de chez eux. Et je pense que c'est le fait que ce soit un village que ça fait sortir tout le monde. Je pense qu'à Paris, tu peux crier autant que tu veux, il y aura personne qui va sortir à part pour râler. Du coup, plusieurs voisins vont se diriger en direction des cris et vont apercevoir un homme se tenant les mains sur le visage. Ils vont alors le maîtriser, puis appeler la police pour procéder à son arrestation. Ça va se finir avec les parents de Talia qui ont été avertis par les voisins. Je rappelle qu'elle avait plus de batterie. Et surtout, c'est ce qu'on veut savoir, qui était vraiment cet intrus. Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais en réalité, Talia connaissait cette personne, son agresseur. En fait, Talia explique que son agresseur est en fait un membre de sa promo. Et vous n'êtes pas censé savoir que dans certains domaines, les places valent cher. Et Talia explique qu'il y avait une telle compétition dans la promo qu'un mec, ce mec, a dérapé et a voulu s'en prendre personnellement à Talia pour lui passer devant. Comme quoi, l'humain est parfois prêt à tout, et même à faire les pires choses pour son intérêt. Alors je rappelle tout de même que je récupère ces histoires sur différents forums et qu'on n'est jamais sûr à 100% que ce soit vrai. Même si celle-ci, j'ai vraiment envie d'y croire tellement elle est dingue. Bon les amis, pour cette première histoire, je suis tombé sur un banger. Alors petite alerte quand même, avant de démarrer, je précise que chaque histoire que je raconte, eh bien on peut pas être sûr à 100% qu'elle existe. Maintenant que c'est dit, faisons place à Christine qui nous raconte une histoire très chelou et qui s'est passée dernièrement pour elle. Enfin, plus précisément pour sa grand-mère. En fait, Christine explique qu'elle habite dans un appartement à quelques centaines de mètres de la maison de sa grand-mère. Et donc naturellement, elle passe plusieurs fois par semaine la voir pour dire bonjour, boire un café, etc. etc. Et il faut savoir que la grand-mère de Christine, elle est très âgée. Elle a 88 ans, elle est veuve et c'est pour ça que Christine essaye de passer un maximum la voir pour qu'elle ne soit pas isolée. Et ça, c'est cool. Christine raconte également que sa cousine Françoise va la voir régulièrement aussi. C'est un peu la seule famille proche qui lui reste, donc les deux cousines prennent soin comme il faut de leur grand-mère. Et dernière petite chose, pour bien mettre dans le contexte, il faut savoir qu'il y a très régulièrement des médecins et des infirmiers qui passent chez elle pour contrôler son état de santé. Et en effet, elle a eu quelques soucis dernièrement qui font qu'elle a besoin d'un suivi presque quotidien. C'est donc naturellement que quand Christine ou sa cousine Françoise passe voir sa grand-mère, il y a toujours un infirmier ou un médecin qui est présent pour assurer les soins. Sauf qu'un jour, si je raconte cette histoire aujourd'hui, on sait que tout va pas se passer comme prévu. Et vous allez voir, c'est quand même assez incroyable. Un jour, Christine se rend chez sa grand-mère car elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle arrive à 14 h, sa grand-mère lui a dit que le médecin doit passer à 16 h et qu'ils ont le temps de prendre un petit café et discuter un petit peu. Et alors que les cafés sont servis, Christine et sa grand-mère sont surprises par une sonnette. Cette sonnette, c'est celle de la porte d'entrée et ça indique que quelqu'un est là. Christine se lève tout en demandant à sa grand-mère si elle attend quelqu'un. La grand-mère indique que non, la seule personne qui doit venir, c'est le médecin pour son traitement, mais que c'est pas avant 16 h. C'est pas grave, Christine se dirige tout de même vers la porte et l'ouvre. En ouvrant la porte, elle tombe nez à nez avec un homme, chapeau melon, grand impair et une mallette noire à la main. L'homme se présente, tout sourire, et indique que c'est le remplaçant du docteur machin. Bien sûr, j'ai pas mis le vrai nom, et qu'il est en charge de faire le traitement de sa grand-mère aujourd'hui. L'homme s'excuse même d'être en avance et rentre aussitôt dans la maison. Christine fait confiance, après tout, il a indiqué le bon nom du médecin, donc pas de problème. Et je trouve qu'on a tous, et moi le premier, cette tendance à faire rapidement confiance à une figure d'autorité, que ce soit un médecin, un policier, etc. etc. La grand-mère de Christine, elle va se lever de la table du salon et va directement dans sa chambre, là où sont habituellement faits les soins. Christine et le médecin aident sa grand-mère à monter à l'étage et le médecin explique de nouveau pendant ce temps-là qu'il remplace le docteur machin et qu'il est là pour lui faire prendre son traitement.
Et petit détail important, le téléphone de Christine sonne alors qu'ils sont en train de monter à l'étage. Et vous allez voir, ça a son importance pour la suite. Bref, une fois à l'étage, le médecin demande à Christine si elle peut ramener la mallette qu'il a laissée en bas pour aider sa grand-mère à monter à l'étage. Ça lui fera gagner du temps pour l'ausculter avant de lancer le traitement. Christine va donc chercher la mallette en bas, puis remonte à l'étage. Elle attend devant la chambre le temps que sa grand-mère se fasse ausculter. Elle n'a pas envie de rentrer trop dans son intimité non plus. Et comme ça dure quelques minutes, elle check rapidement son téléphone, car rappelez-vous, il a sonné pendant qu'il montait à l'étage il y a quelques minutes. Christine allume donc son téléphone et se rend compte qu'elle a un message sur son répondeur. Ce message provient de Françoise, sa cousine, qui explique que le médecin de leur grand-mère aura un peu de retard et sera finalement là pas pour 16h, mais bien pour 16h30. Et en gros, Françoise demande si elle peut passer rapidement chez leur grand-mère pour la prévenir. Christine, quand elle écoute ces messages, elle est confuse, car le médecin, il n'a pas 30 minutes de retard, il a juste 2 heures d'avance. Et il est même déjà en train d'ausculter leur grand-mère. Christine, à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle tient la mallette du médecin dans sa main et décide donc de l'ouvrir. Et ce qu'elle va découvrir va la choquer. Elle peut voir beaucoup de choses dans sa mallette, mais beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le milieu médical. C'est en fait plusieurs documents imprimés représentant beaucoup d'informations sur des personnes. Et elle peut y voir notamment des informations sur sa grand-mère. Alors ni une ni deux, Christine rentre dans la chambre de sa grand-mère pour la protéger et voir ce qui se passe en réalité. Et la stupeur pour Christine, elle va retrouver sa grand-mère assise avec du scotch sur la bouche l'empêchant de crier pour appeler à l'aide. Christine est terrifiée de voir sa grand-mère ainsi et décide d'enlever illico presto le scotch de sa bouche sans faire le moindre bruit. Et sa grand-mère, au lieu d'hurler de terreur, elle va discrètement pointer du doigt le fond de la pièce. Et vous n'êtes pas censé savoir qu'au fond de la chambre de la grand-mère, il y a une entrée vers un grand bureau. Et ce grand bureau, il appartenait à son mari décédé il y a quelques mois. Et vous n'êtes pas censé savoir non plus qu'il y a notamment un coffre qui appartenait au mari du coup de la grand-mère qui contenait pas mal de choses de valeur. La grand-mère fait alors comprendre à Christine que le soi-disant médecin est juste là-bas et qu'il est probablement en train de forcer le coffre et de tout voler. Christine a alors le beau réflexe de s'échapper avec sa grand-mère en silence plutôt que de faire un scandale, car qui sait ce qui pourrait arriver. Christine ferme alors la porte de la chambre et enferme donc à clé le soi-disant médecin. Et au passage, plutôt un bon move. Mais malheureusement, en tournant la clé, cela va faire un bruit assez fort qui va immédiatement alerter l'homme et se ruer vers la porte de la chambre. Christine va alors maintenir de toutes ses forces la porte pendant que la grand-mère contacte la police ainsi qu'un de ses voisins pour leur venir en aide aussi vite que possible. Le soi-disant médecin va alors continuer à taper sur la porte de la chambre pendant plusieurs secondes jusqu'à s'arrêter complètement. Christine et sa grand-mère vont alors vivre plusieurs minutes de tension dans le silence complet. Et toute cette tension va prendre fin lorsqu'ils vont entendre un énorme bruit provenant de dehors, ainsi que d'énormes cris de douleur, un peu comme si quelqu'un criait à la mort. Christine et sa grand-mère vont alors se rendre dehors pour voir ce qui se passe, et ce qu'ils vont voir va presque les faire sourire. En fait, en ouvrant la porte d'entrée, ils vont voir le soi-disant médecin par terre, la jambe cassée, en train de crier à l'agonie. Et pour cause, s'il ne tapait plus à la porte de la chambre, c'est qu'il avait décidé de prendre la fuite par la fenêtre du premier étage. Sauf que manque de peau pour lui, celui-ci s'est mal réceptionné et l'a donc immobilisé par terre, laissant tranquillement le temps aux voisins et même à la police d'intervenir tranquillement. Donc double sanction pour cet homme qui finira arrêté en plus de sa jambe cassée. Et il s'avère que cet homme était en fait recherché par les services de police depuis plusieurs années et qu'il avait à son actif commis plusieurs vols. Et son mode opératoire notamment, c'était de trouver des personnes âgées et relativement aisées pour s'infiltrer chez eux en tant que médecin pour ensuite voler discrètement des objets de valeur. Bref, fin de cette histoire que je trouve assez sympa au vu de la tournure finale. Mais bon, si vous n'êtes pas rassasié, pas de problème, on part tout de suite pour une seconde histoire. Revenons maintenant à une seconde histoire un peu différente avec Tiffany. Tiffany, c'est une jeune femme de 26 ans qui bosse dans un supermarché, Carrefour, Auchan, pour ne citer que. Elle explique qu'elle vit dans un petit appartement pour le moment car niveau finance, c'est pas trop ça. C'est pourquoi elle essaye de faire de plus en plus des heures supplémentaires au supermarché pour avoir un meilleur train de vie. Tiffany raconte que malgré tout, il ne lui est jamais rien arrivé dans le quartier où se situe son appartement. Tiffany, c'est quelqu'un de plutôt discrète qui ne crée pas de problème. Et un soir, alors qu'elle rentre tard du travail, après plusieurs heures supplémentaires, elle décide de passer commande au restaurant de sushi et de se faire livrer. Et il est déjà assez tard, donc le temps que le livreur de sushi arrive, elle sera devant chez elle et n'aura plus qu'à intercepter sa commande comme il se doit. Et ça ne manque pas. Tiffany arrive devant chez elle lorsqu'elle aperçoit une voiture arriver. Le livreur de sushi descend de la voiture et Tiffany récupère sa commande puis monte à l'étage à son appartement manger. Sauf que je n'ai pas dit, mais Tiffany, elle a fait un grand sourire quand elle a vu le livreur. Alors vous pensez qu'elle dit ça car le livreur lui a offert sa commande, mais non, pas du tout. Tiffany, elle trouve juste le livreur trop beau et du coup, elle ne peut s'empêcher de se sourire devant lui. Alors ça peut faire rire, mais Tiffany, elle a dû tellement flasher sur le mec au moment de la livraison qu'elle en a reparlé dans son thread. Bref, l'aventure continue. Elle monte à son appartement, enfile les sushis les uns après les autres avant d'aller se coucher. On est le lendemain matin. Tiffany se lève et part au supermarché pour faire sa journée de travail. Le matin se passe bien, sauf que l'après-midi, elle est interpellée par un de ses collègues. Et son collègue lui indique qu'un jeune homme est passé et a demandé après elle à l'accueil du magasin. Alors sauf que bizarre pour Tiffany, qui en plusieurs années au supermarché n'a jamais eu personne qui l'a demandé à l'accueil. Et c'est vrai, je pense pas que ça se fait souvent. Et surtout, elle ne voit pas comment un client aurait pu avoir son nom comme ça.
Bref, elle va à l'accueil pour en avoir le cœur net et elle tombe sur un garçon très gentil et plutôt sympathique. Il explique qu'il s'est fait passer pour un client mais qu'en fait pas du tout. Il s'en fout, il veut rien acheter. Il a juste craqué pour les beaux yeux de Tiffany et voulait tenter sa chance. Tiffany, elle trouve ça juste trop chelou et refuse catégoriquement. Non, je plaisante. Elle a trouvé le premier contact assez cool et donc elle va donner son numéro. Alors celle-là, vous l'avez pas vu venir, on est d'accord? Bref, Tiffany va alors finir sa journée de boulot et rentrer chez elle. Et en partant du supermarché, elle peut voir son téléphone et voit 5 nouveaux messages. Alors vous vous en doutez, c'est ce jeune homme qui n'a pas décidé de niaiser et drague ouvertement Tiffany. Et Tiffany explique qu'au début, elle trouve ça mignon, mais qu'assez rapidement, ça va devenir assez intrusif. Le jeune homme envoie trop de messages, il l'attend régulièrement à la sortie de son travail. Bref, ça devient assez lourd au fil du temps pour Tiffany. C'est donc naturellement que Tiffany décide de mettre ses distances et de dire au jeune homme qu'elle n'est pas intéressée en espérant que celui-ci la laisse finalement tranquille. Et ça va marcher. Enfin, il va la laisser tranquille 2 jours, c'est tout. Ensuite, tout va s'empirer avec une omniprésence de ce jeune garçon avec Tiffany. Il envoie toujours des dizaines et des dizaines de messages, il l'attend désormais même en bas de chez elle le matin pour faire la route avec elle jusqu'au supermarché. Bref, ça devient un vrai calvaire pour Tiffany qui a juste envie qu'elle le laisse tranquille. Et tout ça va prendre une autre tournure quand plusieurs fois par jour, ce jeune homme va venir au magasin pour réclamer à l'accueil Tiffany. Évidemment, Tiffany sait que c'est toujours ce jeune homme et décide de ne plus prêter attention à tout ça. Sauf que vous en doutez, il va désormais régulièrement venir au supermarché et se balader dans les rayons à sa recherche. Truc bien, mais alors vraiment bien relou. Tiffany, elle prévient donc son chef qui comprend tout de suite la situation et il va leur dire à Tiffany de travailler davantage dans leur réserve pendant les prochaines heures, voire les prochains jours pour que ce mec lâche tout simplement l'affaire. Et son chef lui indique même que s'il croise le jeune homme, il lui fera bien comprendre qu'il n'est plus la bienvenue ici. Et ça, c'est quand même pas mal. Sauf qu'un peu plus tard, dans la même journée, Tiffany sort derrière la réserve pour prendre une petite pause. Et une pause bien méritée au vu de la pression qu'elle doit subir avec ce jeune homme qui la cherche partout. Mais manque de peau, elle tombe presque nez à nez avec ce jeune homme qui cherchait délibérément un moyen de rentrer dans la réserve du supermarché. Comme si il savait à chaque moment, à chaque instant, où est-ce que Tiffany était. Et c'est alors que Tiffany regrette qu'il n'y a pas vraiment d'agent de sécurité qui surveille le supermarché. Et c'est malheureusement trop cher pour le gérant du magasin, mais malheureusement, c'est elle qui en fait les frais finalement. Tiffany n'a donc pas le choix et doit assumer la confrontation avec ce jeune homme et étonnamment, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien jusqu'à ce que Tiffany prononce ces mots. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un, je veux que tu arrêtes de me suivre. Le regard du jeune homme devient alors noir et alors que Tiffany pense qu'il va être agressif, il recule puis tourne le dos et s'en va bien entendu dans la direction opposée de Tiffany. Et Tiffany, à ce moment-là, elle pense être tirée d'affaire, mais c'est pas du tout ce qui va se passer. En sortant du travail, le soir même, assez tard, elle va se diriger vers sa voiture. Et heureusement pour elle, le jeune homme n'est pas là, comme à son habitude. Sauf que problème, elle remarque qu'un des pneus de sa voiture est complètement à plat. Alors Tiffany, elle n'en croit pas ses yeux et fait directement la liaison avec le jeune homme. Pour elle, c'est sûr, c'est une vengeance personnelle. Elle va donc se rapprocher du pneu et découvrir une très large entaille. Ce qui signifie encore une fois que c'est pas un vulgaire clou qui a dégonflé le pneu, non, c'est bien quelqu'un qui a délibérément mis un coup de couteau ou un truc du genre pour crever le pneu de Tiffany. Tiffany va alors tenter de se débrouiller seule pour changer sa roue. A priori, elle est assez débrouillarde, mais à peine elle a commencé qu'elle entend quelqu'un derrière elle. Ce quelqu'un, c'est ce jeune homme qui refait surface. Et bizarrement, il est de nouveau assez calme et demande tout simplement à Tiffany s'il peut l'aider. Tiffany voit le truc arriver gros comme une maison et refuse donc évidemment et explique qu'un de ses collègues arrive d'une seconde à l'autre pour l'aider. Alors que bien entendu, c'est faux. Le jeune homme se met soudain à rigoler et dit à Tiffany qu'il va faire ça et qu'en 5 minutes c'est réglé, qu'il va s'en occuper. Il se dirige alors vers le coffre de Tiffany et se charge de prendre la roue de secours. Alors Tiffany, elle est un peu abasourdie par ça, mais elle va profiter de ce petit laps de temps pendant que pendant que le jeune homme va aller dans son coffre, que Tiffany va prendre son téléphone et envoyer un SMS discrètement à son chef pour qu'il vienne lui porter secours. Elle sait qu'il est encore dans le magasin, donc c'est sa seule chance de se débarrasser de ce jeune homme intrusif. Tiffany décide donc de jouer le jeu le temps que son chef arrive, sauf que le jeune homme, lorsqu'il s'occupe de changer la roue, il va alors dire quelque chose de très creepy à Tiffany. Il va lui dire: une fois que j'aurai changé la roue, on ira chez moi et on passera la soirée ensemble pour que tu puisses me remercier comme il se doit. Bon, stop. Imaginez, c'est la fin de service, entre guillemets pour Tiffany, il fait noir, il est tard, très peu de personnes sur le parking et un fou dingue vous sort ça. Il y a de quoi être pas bien, mais alors vraiment pas bien du tout. Tiffany, alors qu'elle est dans son rôle, va littéralement exploser. Elle va pousser par derrière le jeune homme et lui dire de dégager. Clairement, pendant quelques secondes, Tiffany explique que c'est plus elle qui fait vivre un thread d'horreur à son agresseur plutôt que l'inverse. Sauf que ça va pas durer. Le jeune homme, il rentre également dans une colère noire et se rue sur Tiffany. Il met alors ses mains autour de son cou et commence à l'étrangler aussi fort qu'il peut, tout en essayant de l'emmener dans sa voiture pour certainement l'enlever par la suite. Tiffany est surprise et tente de se débattre mais sans succès. Elle galère tellement ce jeune homme est beaucoup plus fort qu'elle. Et tout ça, ça va durer pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce qu'elle entende au loin une voix criant son prénom. Cette voix, c'est celle de son chef qui a reçu le message d'alerte de Tiffany par SMS. Le chef de Tiffany court en sa direction, ce qui provoque heureusement la fuite du jeune homme et Tiffany va alors reprendre, très difficilement, son souffle pendant de longues minutes. Elle aura alors de très grandes traces de main autour de son cou, montrant clairement que le jeune homme n'y a pas été de main morte.
Tiffany et son chef vont alors appeler la police et expliquer ensemble toute la situation parce que tout ça est parti bien trop loin. Les caméras de surveillance, les traces de main dans le cou, les SMS, l'agression, ils vont tout dire afin de mettre la main sur cette personne et qu'elle soit condamnée. Sauf que devinez quoi, Tiffany n'aura plus aucun signe de vie de cette personne et elle nous explique que cette histoire a eu lieu il y a 5 ans et que depuis, plus rien. Plus une seule fois, elle n'a vu cette personne. Alors, Tiffany explique que pour elle, c'est comme si c'était hier, tellement elle en garde un énorme traumatisme de ce qui s'est passé. Et Tiffany raconte une dernière chose dans son thread, c'est qu'elle explique cette histoire pour donner conseil à tout le monde de se méfier parce que les apparences sont souvent trompeuses. Car oui, Tiffany explique que cet homme, ce jeune homme, présentait super bien, qu'il était plutôt élégant, mais qu'au final, ses intentions étaient loin d'être aussi belles. Bon, assez chaud cette histoire quand même, moi je suis pas trop bien à la place de Tiffany, mais bref, on va vite se changer les idées, on va partir sur une troisième et dernière histoire. Hop. Pour cette histoire, on va suivre une infirmière et je vous préviens, c'est quand même aussi fou que l'histoire précédente. En tout cas, quand j'ai lu son thread, j'ai ressenti une ambiance tellement glauque que je l'ai kiffé. Cette infirmière dont je vais vous raconter l'histoire s'appelle Anissa. Elle a 29 ans et travaille dans un EHPAD. Donc elle est constamment avec des personnes âgées en bonne et en moins bonne santé. Elle explique que certains ont la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou même une perte complète d'autonomie. Bref, de quoi pas mal s'occuper pour Anissa et ses collègues. Et d'ailleurs, ce qu'Anissa raconte, c'est qu'elle adore son métier et qu'elle ne le changerait pour rien au monde. Écoute, tant mieux pour elle, c'est bien de voir quelqu'un qui kiffe comme ça son métier. Bref, dernier détail important, Anissa raconte que tous les jeudis, elle travaille de nuit. Elle explique que c'est une toute autre ambiance car parfois, elle peut se retrouver seule et ça la met pas à l'aise du tout. En clair, à choisir, elle préfère être là 2 jours avec ses collègues à elle. Et le thread d'horreur que va vivre Anissa, ça va justement être un jeudi soir. Et alors que ça fait 2 heures qu'elle a démarré son service, elle explique que c'est assez calme et tant mieux. Elle fait plusieurs tours de garde de manière régulière pour voir si chacun dort bien, sauf qu'à un moment, elle va entendre plusieurs bruits de pas provenant de la cage d'escalier, comme si une porte venait de se refermer. Et cette porte, c'est une porte assez, on va dire, lourde. Et Anissa explique qu'elle ne peut pas s'ouvrir et se fermer toute seule. Elle va donc voir au niveau de cette porte et rien. Elle est fermée mais ne voit personne. Elle se dit donc alors que ça doit être un collègue qui est dans un autre service qui est parti par là, qui est passé par là tout simplement. Et elle précise que l'EHPAD il est assez grand donc c'est largement possible, il n'y a pas de quoi paniquer pour le moment. Et c'est vrai, Anissa poursuit donc son tour et rien à signaler pendant plusieurs minutes, donc pas de problème. Sauf que lorsqu'elle arrive dans un grand couloir où il y a toutes les chambres, Anissa est surprise d'apercevoir au loin un résident ouvrir une porte et sortir d'une chambre. Et elle raconte que le couloir est assez sombre et tout ça, ça se passe au bout du couloir, donc elle voit pas précisément quel patient c'est. Mais une chose est sûre, le résident est sorti de sa chambre puis est parti en direction opposée d'Anissa. Anissa va donc accélérer le pas pour le rattraper et le ramener à sa chambre. Et pour nous, ça peut paraître bizarre, mais elle explique que ça arrive plus fréquemment que prévu qu'un patient sorte de sa chambre et déambule dans les couloirs. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là. Alors souvent, ce que fait Anissa, c'est de parler avec eux et de les raccompagner doucement vers leur chambre. Il y a donc une bonne quarantaine de mètres entre le résident et Anissa, sauf que je l'ai dit tout à l'heure, le résident part en direction opposée et part vers un renfoncement, ce qui le rend du coup hors de visibilité d'Anissa. Anissa, elle arrive au niveau de la chambre, puis du renfoncement, et bizarrement aucune trace du résident qui était là il y a une vingtaine de secondes tout au plus. Alors étrange pour Anissa, qui en plus de ça n'aime pas ces situations où elle est toute seule dans un couloir assez sombre sans ses collègues. Elle décide donc de ne pas rester là et d'aller dans la chambre, là où elle pense que le résident est sorti. Elle fait donc quelques pas, elle ouvre la porte et elle tombe sur une chambre où il fait noir complet. Anissa décide d'allumer la lumière pour vérifier qu'il y a bien personne. Sauf que, en allumant la lumière, il y a bien quelqu'un. Et comment ce résident a fait pour sortir de sa chambre, partir en direction opposée d'Anissa, puis repartir dans son lit sans se faire voir? Anissa, à ce moment-là, elle est paumée. Au même titre que nous, elle ne sait pas ce qui a pu se passer. Et là, elle a le réflexe, le mauvais réflexe de se dire, mince, je suis fatiguée, je dois me reposer, c'est pas possible ce qui a pu se passer. C'est donc forcément moi qui a dû halluciner. Elle repart donc au niveau de la salle de pause, si on peut dire, et se sert un verre d'eau pour reprendre, on va dire, ses esprits. Et encore une fois, elle est dans un calme complet, ce qui peut paraître un peu flippant. Sauf qu'Anissa aurait préféré rester dans un calme complet plutôt que d'entendre ce qu'elle va entendre. Anissa, en se servant un verre d'eau, va entendre au loin des bruits de pas. Et elle est sûre que c'est des bruits de pas parce que le sol de l'EHPAD, c'est du plastique souple. Ce qui fait que les bruits de chaussures, on les entend très très fort. Alors j'essaierai de vous mettre un bruit au montage pour vous mettre en totale immersion sur les bruits de pas que ça pourrait faire dans l'EHPAD. Du coup, elle sort de la salle de pause et fait de nouveau un tour dans un EHPAD plutôt sombre. Elle se dirige vers les bruits de pas et s'embarque dans un long couloir. Et pareil, c'est assez grand, c'est assez long et c'est surtout assez sombre au bout du couloir, à nouveau. Anissa entend les bruits de pas et avance. Au bout de quelques mètres, les bruits de pas s'arrêtent. Anissa poursuit sa route jusqu'à être à une petite dizaine de mètres d'une partie non éclairée et complètement plongée dans le noir. Et c'est là qu'Anissa a un très mauvais feeling. Elle sait pertinemment que quelqu'un se cache là, dans l'obscurité, et n'a pas de bonnes intentions. Anissa s'arrête donc net, puis après quelques secondes, elle prend son téléphone et demande immédiatement à un de ses collègues de venir la rejoindre où est-ce qu'elle est.
À peine a-t-elle le temps de finir sa phrase qu'elle est surprise d'entendre de nouveau des bruits de pas, de plus en plus rapides et de plus en plus proches d'elle. Pour Anissa, son sang ne fait qu'un tour et elle décide de faire demi-tour et de courir au niveau de la grande porte pour retrouver au plus vite l'un de ses collègues. Anissa hurle de peur dans les couloirs car elle sent que quelqu'un court derrière elle et que sa vie est en danger. Anissa va arriver au niveau de la porte qui la sépare d'un autre service, mais elle a du mal à l'ouvrir. Elle a du mal à ouvrir la porte car on l'a dit tout à l'heure, cette porte est assez lourde. Mais heureusement, elle va d'un coup avoir plus de facilité car son collègue est arrivé et se retrouve juste derrière la porte. Son collègue a entendu sur le téléphone de service le message d'urgence d'Anissa et s'est donc précipité à son secours. Anissa se sent de nouveau en sécurité mais n'ose pas retourner seule dans son service. Ils vont alors, avec son collègue, faire le tour mais ne vont trouver aucune anomalie. Tout le monde est dans son lit, personne ne traîne dans les couloirs et plus aucun bruit de pas. Malheureusement pour Anissa, il n'y a pas de caméra de surveillance à son EHPAD, ce qui fait qu'elle ne saura jamais qui lui a joué un mauvais tour cette nuit-là. Depuis, Anissa a indiqué qu'elle n'a plus voulu travailler une seule fois la nuit là-bas. Et Anissa finit son thread en indiquant que plusieurs de ses collègues ont témoigné d'un événement similaire dans ce même service. Alors, est-ce qu'on flirte avec le paranormal ou est-ce qu'il y a vraiment un résident ou quelqu'un d'autre qui joue les troubles faits dans cet EHPAD? Eh bien, bonne question dont je n'ai pas la réponse. Ça, c'est l'histoire de Yann. Alors, mon histoire se passe qu'il y a presque 20 ans. Je m'appelle Yann et à ce moment-là, j'avais 17 ans. Mon ex, que nous appellerons Sophie, vit dans une famille qui est peu aimante, sauf pour une personne, son oncle, que nous appellerons Roland. Roland, c'est un homme qui travaille et qui est autonome, mais qui vit toujours chez sa mère. Il a pourtant la quarantaine. Et il s'occupe d'elle puisqu'elle est très malade et assez âgée. Lui-même souffre d'un grave accident de travail qui, à cette époque, l'oblige à s'éloigner du monde professionnel pour se soigner. Ce qui rapproche davantage Roland de sa mère puisqu'ils vivent ensemble H24. C'est le seul membre de mon ex-belle-famille avec qui j'ai de réelles affinités. Souvent, lorsque nous le voyons, nous passons de beaux moments de rigolade. Nous allions boire une bière en centre-ville, j'habite près de Saint-Quentin, et son franc-parler et son humour faisaient toujours mouche. Un vieux garçon, mais plein de vie, plein d'humour et toujours de bonne humeur. Bref, le temps passe et un jour, Sophie, du coup mon ex, m'apprend la triste nouvelle. Sa grand-mère, la mère de Roland, est décédée. Désastre dans la vie de Roland qui perd pied et tombe dans une dépression profonde. Quelques semaines plus tard, à la vue du moral au plus bas de son oncle, nous décidons de lui proposer de passer un week-end chez lui, ce qui au téléphone, en tout cas, a l'air de lui faire très plaisir. Accueillir sa nièce et son copain le rigolo, comme il m'appelait souvent, ça lui fera du bien, il nous confesse. Alors rendez-vous pris le samedi suivant. On va donc se retrouver à 3 avec mon ex Sophie et Roland, son oncle. Le jour J, il vient nous chercher en voiture et première surprise pour ma part, en peu de temps, le visage joyeux et légèrement rondouillard de Roland laisse place à un visage fatigué. Un visage gris de fatigue et une prise de poids exponentielle en si peu de temps. Je me rends compte au premier coup d'œil qu'il va mal et que le décès de sa mère l'a envoyé dans une dépression bien plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. Je décide de ne rien laisser paraître et je fais mine, comme à mon habitude, de faire le clown pour cacher mon anxiété et ma surprise face à ce changement. Et il en fait de même. Et hormis son physique et les circonstances, il donne tout ce qu'il a pour nous donner l'impression qu'il va bien. Après les courses pour le week-end, direction Bohain, en Vermandois, pour aller chez lui. Alors désolé Yann si je prononce mal les noms des villes. Bref, c'est toujours chez sa mère, puisque suite au décès, il a décidé de racheter les parts de la maison pour pouvoir continuer à y vivre. Pendant le trajet, je peux pas m'empêcher de repenser au nombre incalculable de bougies qu'il a achetées lorsqu'on a fait les courses. À croire qu'il n'y a plus de courant chez lui. Enfin, bref. Arrivé à son domicile, j'aide mon ex Sophie et Roland à décharger les courses de la voiture pour les entreposer dans la pièce principale qui est le salon. Étant donné que les sacs étaient lourds, je fais mine d'être fatigué et je m'écroule volontairement dans le premier fauteuil venu. « Lève-toi » m'interpelle Roland d'une voix dure et sèche que je ne lui reconnais pas. Pris au dépourvu, je me lève penaud et m'excuse sans même savoir pourquoi. Sophie m'explique que c'est le fauteuil où sa grand-mère passait le plus clair de son temps et l'endroit même où elle est décédée. Personne ne s'était installé dans ce fauteuil depuis la mort de sa grand-mère, car Roland interdisait à tout le monde de l'approcher. C'était pour lui un peu comme un sanctuaire. Pendant l'explication de mon ex Sophie, je remarque du coin de l'œil un meuble style buffet ancien et qui est inondé de photos de la mère de Roland. Il y a également aussi beaucoup de bougies, d'encens et de lettres manuscrites qu'écrit Roland quotidiennement à sa mère. Et en fait, tout est posé là en tas. Roland s'approche alors des photos et demande à sa mère de m'excuser et qu'il avait oublié de me prévenir de ne pas s'approcher de son fauteuil. Alors voyant que je suis très mal à l'aise de la situation et de son ton de voix pour me faire dégager du fauteuil, Roland s'excuse et je vois qu'il s'en veut de m'avoir parlé de la sorte. Alors je fais mine de ne pas avoir été affecté et je l'aide tout simplement à ranger les courses et je me fais tout petit. Le reste de la soirée se passe très bien, hormis les nombreuses caresses que donne Roland aux photos de sa mère. Avec Sophie, à la fin du repas, nous sortons une petite demi-heure pour prendre l'air et nous balader en amoureux et je lui fais part de la tristesse que j'ai envers son oncle, qui vit manifestement très mal le décès de sa mère, un peu comme s'il était dans le déni et qui pense qu'elle est toujours là. Et il remarque aussi, il constate aussi, que la quantité de nourriture et d'alcool qu'il a ingurgité, que Roland a ingurgité, est assez impressionnante. Mais ça n'empêche qu'il a toujours été très agréable et très bon vivant pendant tout le repas, comme à son habitude.
En rentrant de notre balade, nous voyons par la fenêtre Roland, qui après avoir allumé toutes les bougies et éteint toutes les lumières, dialogue avec les photos, comme si sa mère était toujours là. Et étant donné qu'il a bien bu pendant le repas, il est probablement assez ivre et surtout très mélancolique à ce moment-là. Et nous passons rapidement à côté de lui quand nous rentrons et lui souhaitons la bonne nuit. Mais sa discussion étant trop importante pour lui, je ne pense pas qu'il nous ait remarqué à ce moment-là. Je passe à côté du fauteuil et un étrange sentiment de présence et d'anxiété me gagne. Je suis envahi de picotements dans tout le corps et un malaise profond me serre la gorge. En un mot, le fauteuil me terrifie incompréhensiblement. Nous partons avec mon ex Sophie nous coucher à ce moment-là dans une petite chambre qui se situe au fond d'un couloir. Une pièce qui est totalement isolée car l'unique autre porte de ce couloir mène à une pièce qui sert de débarras et de surcroît fermée à clé. Au beau milieu de la nuit, un bruit me réveille et m'interpelle. Quelqu'un ou un animal gratte à la porte. Le bruit est plutôt fort et assez distinct pour comprendre tout de suite que je ne rêve pas. Je me fige et les bruits recommencent de manière régulière. Parfois ils sont ténus, parfois forts et insistants. La panique me gagnant, je réveille directement mon ex Sophie, lui expliquant la situation. Elle écoute mais me fait comprendre qu'elle n'entend rien. Pourtant, durant le temps où je parle, j'entends encore moi les grattements derrière. Donc c'est pas logique que moi j'entende mais qu'elle n'entende pas. Et ce phénomène-là va durer au moins 2 heures, pendant lesquelles je ne peux absolument pas dormir tellement je suis terrifié, alors que mon ex, Sophie, dort paisiblement. Je suis donc là, en plein milieu de la nuit, Sophie est en train de dormir, moi je suis terrifié, et j'entends le ronflement de Roland qui est à l'étage au-dessus. Et je sais, il n'y a pas d'animaux chez lui, et pourtant, on gratte encore une fois à la porte de la chambre. Presque au bord de la crise de panique, je décide de me lever. J'allume une petite lumière et je pose la main sur la poignée, attendant le moment précis où le bruit va recommencer. Et quand ça va se produire, j'ouvrirai la porte sans réfléchir. Et ça va se produire. Il y a de nouveau des bruits sur la porte, j'ouvre sans réfléchir et rien. Personne. Pas d'animaux. Seul le couloir qui est assez sombre, mais qui est un petit peu illuminé par la lampe de chevet de la chambre. Alors je suis soulagé, mais totalement dépourvu d'explication. Je referme la porte pour réentendre de plus belle des frottements et des grattements sur la porte jusqu'au lever du jour. Clairement, je passe une des pires nuits de ma vie. Le matin, Sophie me demande de mieux lui expliquer ce qu'elle a pu entendre, mais la fatigue et l'incompréhension de la situation me poussent à rester évasif. Était-ce mon imagination, le fait d'avoir malencontreusement souillé un sanctuaire inviolé, ou le fait que Roland fasse vivre une certaine forme d'hantise en dialoguant et en vénérant sa mère décédée? La seule chose qui est sûre, c'est que les bruits étaient vraiment menaçants et que je n'ai plus jamais redormi chez Roland depuis. Bon, merci à Yann pour ce témoignage qui effectivement est assez flippant et c'est dommage que j'aurais aimé avoir du coup la suite, comment ça se passe la relation avec Laurent quelques semaines, quelques années plus tard. En tout cas, Yann, n'hésite pas si tu as une suite pour ton histoire, transmets-la moi. Maintenant, histoire de Meriem. Et d'ailleurs, merci à toi Meriem. Alors, je vais relire encore une fois tel que j'ai reçu le message. Bonjour cher ami, bonjour Joker, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Ça fait bien longtemps que j'hésite à t'envoyer un message, mais j'ai enfin décidé de sauter le pas. J'ai vécu une histoire absolument horrible que je ne saurais expliquer. Ceci s'est produit l'année de mon examen national pour passer au lycée. Alors j'ignore son équivalence en France. Quelques semaines avant cet examen, j'allais souvent avec mes amis à l'école pour réviser et quelques profs étaient volontaires pour nous aider. Un jour, on allait retrouver notre prof de maths pour quelques révisions et elle nous demande de trouver une salle de classe vide pour y faire cours. On se met à la recherche de cette dernière et au bout de quelques minutes, on tombe sur une salle vide. Et en ouvrant la porte, on voit des gouttes de sang par terre. On lève la tête et là, stupéfaction, il y a un poulet égorgé, tête pendue, accroché au mur avec un couteau. Alors évidemment, c'est la panique totale. On se met tous à crier et on court vers notre prof, un peu plus loin. Alors tellement choqués, nous parlons toutes en même temps. Puis notre prof nous accompagne pour voir, et sauf que là, il n'y a plus rien. Plus de sang, plus de poulet, plus de couteau. Notre prof pense qu'on lui a fait une blague et se fâche beaucoup au point de ne plus vouloir nous faire cours. Elle n'aime pas du tout ce genre de blague et c'est ciao pour elle. Avec mes amis, on a alors sorti de l'école pour aller réviser ailleurs. Et naturellement, on était toutes sous le choc. Et il y a quelques mois, on s'est toutes retrouvées en souvenir du bon vieux temps. Puis j'ai lancé, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où on a retrouvé ce poulet en classe, blablabla. Et là, j'ai été très surprise car elles m'ont toutes regardé comme si j'étais folle à enfermer. Et une de mes amies m'a soudain dit « Mais Meriem, de quoi tu parles? On n'a jamais vécu un truc pareil. » Et pendant qu'elles se foutent littéralement de ma gueule, j'insiste et là elles affirment que ça n'est jamais arrivé. Alors je me remets en question et je suis sûr de ce que j'ai vu, qu'on était tout ensemble et qu'on a couru en hurlant. Je n'ai pas pu imaginer tout ça. Franchement, c'est impossible. Et je me demande encore maintenant sans cesse comment elles ont pu tout oublier ce qu'on a vécu ce jour-là. Je peux pas être la seule à en garder un souvenir. Bon, histoire assez courte de Meriem, mais qui pour le coup rentre vite dans le sujet. Et c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation de se demander est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est vraiment la réalité et que tes copines sont simplement dans le déni.
Bon, attendez, c'est pas fini car j'ai encore 2 threads d'horreur pour vous. En attendant, merci à Yann, comme j'ai dit, merci à Meriem d'avoir partagé ces 2 histoires qu'ils ont vécues. N'hésitez pas à le faire également, comme j'ai dit de votre côté, en envoyant par email ce que vous avez vécu. L'email est en description. Pour cette seconde histoire, on va parler de Stéphanie. C'est une jeune femme de 22 ans qui pensait avoir trouvé une véritable opportunité professionnelle, mais qui s'est vite transformée en un véritable cauchemar. Alors Stéphanie n'a pas eu un parcours facile. Elle est issue d'un milieu familial compliqué et elle a dû prendre son indépendance très jeune. Pour subvenir à ses besoins, elle enchaîne donc les petits boulots précaires. Mais un jour, la chance semble enfin lui sourire. Elle décroche un contrat stable, à temps plein, comme vendeuse dans une boulangerie familiale. Pour elle, c'est une bouffée d'air frais, un travail stable, des horaires fixes et des patrons qui ont l'air vraiment sympathiques. Cette boulangerie, elle est tenue par un couple chaleureux et leur fils Charles, de 26 ans. Stéphanie commence à s'y sentir bien, mais rapidement elle me remarque un détail qui va bouleverser sa tranquillité. Charles commence à s'intéresser ouvertement à Stéphanie. Au début, ce sont des sourires, des petits regards insistants, des compliments. Ça pourrait sembler anodin. Mais Stéphanie, elle ne se sent pas à l'aise du tout. Charles n'est clairement pas dans son genre, alors elle décide de garder ses distances. Malheureusement, il ne semble pas comprendre le message. Les regards deviennent plus lourds, les gestes plus proches, un frôlement ici, une réflexion osée là. Bref, Stéphanie, elle est mal à l'aise, mais elle est déterminée. Elle adore son job, donc elle prend son courage aux 2 mains et se tait. Un soir, quand les patrons sont absents, elle décide d'avoir une discussion avec Charles pour mettre les points sur les i. Elle lui explique calmement qu'elle préfère qu'il garde ses distances, espérant qu'il comprenne. Mais pendant toute la conversation, Charles reste étrange. Il a le regard vide, comme s'il était ailleurs. Sauf qu'à la fin, lui, il sourit et s'en va sans dire un mot. Alors Stéphanie, elle a mis les points sur les i comme elle voulait, mais elle sait pas quoi penser par rapport à la réaction de Charles. Elle se dit, au moins c'est clair, maintenant à voir par la suite. Et le lendemain, rien ne change. En fait, c'est pire. Charles devient encore plus insistant. Il lui fait des remarques déplacées sur ses tenues, il se rapproche d'elle physiquement, de manière oppressante. Stéphanie, elle est clairement sous le choc. Après leur discussion, elle s'attendait pas du tout à un tel comportement de la part de Charles. Elle se sent coincée, surtout que les parents de Charles ne sont jamais loin et elle ne veut pas risquer de perdre son travail. Un jour, alors qu'elle est seule à la boulangerie, une cliente s'approche et en payant sa baguette, la femme lui glisse quelque chose qui va lui glacer le sang. Faites attention à Charles, j'ai travaillé ici avant vous et il n'est pas stable du tout comme garçon. Mon conseil, partez tant que vous le pouvez. Alors Stéphanie, elle reste figée, elle veut poser des questions, mais la cliente s'éclipse rapidement, la laissant seule avec ses pensées. Les jours passent et l'ambiance devient de plus en plus pesante pour Stéphanie, qui est à 2 doigts de craquer. Un dimanche, après une matinée chargée, elle ferme la boulangerie à midi et part dans la réserve pour ranger quelques affaires. C'est là que tout bascule. La porte de la réserve se referme brutalement derrière elle, elle pense d'abord à un courant d'air, mais quand elle tente de l'ouvrir, elle se rend compte qu'elle est verrouillée. Stéphanie se met alors à paniquer, elle tambourine la porte, appelant à l'aide, mais personne ne répond, ni personne ne vient l'aider. Son téléphone n'a pas de réseau dans la réserve, elle commence à perdre espoir, jusqu'à ce qu'elle entende la serrure s'ouvrir. La porte s'ouvre doucement, et derrière elle, c'est Charles. Il la fixe avec un sourire malsain. « Je t'ai entendu crier, heureusement que je suis là pour te sauver. » Son ton est étrange, moqueur, voire même presque menaçant, et Stéphanie lui demande donc si c'est bien lui qui a verrouillé la porte derrière elle. Charles va nier en rigolant et il va alors s'approcher d'elle un peu trop près, voire même beaucoup trop près. Et quand elle lui demande de la laisser passer, il va attraper alors son bras, puis ses hanches, et Stéphanie sent alors la panique monter. Mais elle se laisse pas faire. D'un geste rapide, Stéphanie va lancer la poignée de farine qu'elle avait dissimulée. Charles va le reculer, aveuglé, et profitant de la confusion, Stéphanie s'échappe de la cave. Elle va alors attraper son sac et quitter la boulangerie en courant. Une fois dehors, elle va alors appeler immédiatement ses patrons. Mais au lieu de l'écouter, sa patronne l'accuse de mentir. Et ça, je pense que c'est la pire des choses. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Si tu veux partir, ne remets plus jamais les pieds ici. Blessée et même en colère, Stéphanie décide de ne pas insister. Elle n'a aucune preuve de ce qui s'est passé et elle préfère laisser tout ça derrière elle. Elle n'est d'ailleurs depuis jamais retournée travailler à cette boulangerie. Cette histoire nous montre à quel point il est important de faire attention à son environnement et de jamais ignorer les signaux d'alerte. Si ses clientes n'avaient pas prévenu Stéphanie, peut-être que les choses auraient pu dégénérer encore plus. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Stéphanie dans une situation similaire? Bon, petit problème les amis, je me suis mis de l'eau partout. J'ai essayé de boire et je sais pas boire, tant pis. Bref les amis, pour cette troisième histoire, on va parler de Julia, une fille de 30 ans qui vit avec son copain Benjamin dans un appartement. Julia explique qu'ils vivent ensemble depuis maintenant 3 ans, et petite particularité chez son copain, c'est qu'il est chef de brigade en gendarmerie. Julia nous raconte que sa tante, Alessia, avec qui elle est assez proche, s'est mise en couple avec un homme depuis maintenant 2 ans, et qu'ils habitent ensemble depuis 6 mois. Et elle nous indique que ce nouveau petit copain, c'est un ancien gendarme désormais à la retraite. Et dernier petit détail, elle précise qu'elle est heureuse que sa tante refasse sa vie après avoir perdu son compagnon, il y a de ça 6 ans. Elle est ravie de l'avoir aussi heureuse depuis qu'elle est avec ce nouvel homme. Bon, ça fait beaucoup d'infos, mais je pense que vous allez suivre. Julia explique que dans sa famille, ils n'ont vu que 2-3 fois leur nouvel oncle, si on peut dire ça, en 2 ans. On va l'appeler Thierry, car je ne vois pas dire le nouvel oncle durant toute l'histoire. Bref, Thierry, il est venu lors de grands événements style anniversaire et Noël, mais c'est tout, pas plus. Et un jour, Julia et son copain Benjamin sont invités chez la grand-mère de Julia, qui est tout bonnement la mère de sa tante, qui pour le coup va venir avec Thierry.
Alors forcément, à chaque fois qu'ils se voient, Benjamin parle de son travail avec Thierry, car ils ont ça en commun. Sauf qu'au fil de la discussion, Benjamin remarque qu'il donne des anecdotes sur son métier et qu'il demande à Thierry de faire de même pour en savoir un peu plus. Sauf que, Thierry, il reste assez évasif sur le sujet. Il parle pas beaucoup de son passif en tant que gendarme. Benjamin n'arrive même pas à savoir ce qu'il faisait exactement d'ailleurs en gendarmerie, tellement les propos de Thierry vont dans tous les sens. Et ça intrigue Benjamin, qui va en savoir plus. Il est tellement passionné par le métier de gendarme qu'il va en apprendre davantage, même s'il est chef, c'est pas grave, il va en savoir plus. Bon, c'est un peu chelou, mais pas de quoi en faire toute une histoire. Bref, le gâteau d'anniversaire arrive et il change enfin de sujet. Une fois la fête terminée, Julia fait remarquer à Benjamin qu'il a beaucoup parlé avec Thierry et que c'est cool pour l'intégrer comme il se doit dans la famille. Je le rappelle, mais Julia est très proche de sa tante, donc elle veut vraiment que tout se passe bien pour son nouveau copain. Sauf que Benjamin, il explique à Julia qu'il a un peu de mal avec Thierry et qu'il y a quelque chose de louche. Il le prend en clair pour un gros mytho. Julia, elle n'a pas du tout cette impression et elle décide de prendre son téléphone et de mener son enquête sur son profil Facebook. Et comme elle peut le constater, il y a des photos et des articles de gendarmes qu'il partage, donc pour elle, aucun doute. Benjamin se fait des idées. Et Julia, elle se moque de Benjamin en disant qu'il est parano et qu'heureusement qu'il n'est pas chef de la brigade de gendarmerie. Bon, c'est une ironie, mais c'est marrant entre eux, franchement c'est cool. Bref, ils finissent par en rigoler et ils mettent tout ça derrière eux. Du coup, le temps passe et on est désormais un mois plus tard, lorsque Julia reçoit un appel de sa cousine, entre parenthèses, la fille de sa tante, qui a pris son indépendance il y a 3 semaines pour aller vivre à 1 heure de route. Sa cousine lui indique qu'elle n'est pas bien, car elle a appris par sa mère qu'elle et Thierry se sont disputés et qu'ils s'en sont venus même aux mains. La cousine de Julia a alors très peur pour sa maman, car elle ne veut plus qu'elle reste seule avec cet homme, Thierry, malgré le fait que sa mère veut tout faire pour renouer avec Thierry, et qu'elle ne prend pas conscience probablement de la situation. De plus, la cousine de Julia explique qu'elle est tombée, avant son déménagement, sur des courriers un peu bizarres la dernière fois, et des courriers représentant des documents de suspension de permis au nom de Mathias. La cousine explique clairement qu'elle suspecte que Thierry ment sur son identité. Et elle se demande même si c'est pas créer une fausse identité pour probablement se cacher ou autre chose. Bon, vous l'aurez compris, l'ambiance est assez angoissante pour Julia et sa cousine, qui vont demander alors à Benjamin de faire des recherches sur Thierry, sauf qu'il ne va malheureusement rien trouver. Benjamin va leur faire des recherches sur l'autre nom qu'il pourrait avoir avec Mathias. Et là, il trouve quelque chose d'assez alarmant. Il découvre que ce fameux Mathias a été condamné pour violence conjugale ainsi que pour coups et blessures sur ses propres enfants. Benjamin parcourt son dossier et visiblement il est assez bien rempli. Et ce qui intrigue encore plus Benjamin, c'est une condamnation pour extorsion et vol. Julia et sa cousine sont donc prévenues par Benjamin. Julia tente plusieurs fois de joindre sa tante, malheureusement sans réponse. Et Julia va alors se rendre directement chez Alessia, sa tante, pour en avoir le cœur net. Elle arrive devant chez elle et découvre que sa voiture n'est pas là. Mais elle découvre aussi une maison avec les volets fermés à 15 h. Et ça pour le coup, c'est pas habituel de la part de sa tante. Alors Julia ne tente même pas de sonner ou de toquer à la porte, elle décide d'utiliser directement son double de clé que sa tante lui a passé pour venir nourrir ses chats et arroser les plantes quand elle part en vacances, etc. etc. Comme elle habite à 3 minutes, à pied de chez elle, c'est toujours ce qu'ils font. Elle ouvre donc alors la porte et la laisse grande ouverte en découvrant la maison sans dessus-dessous. Il y a plein d'objets par terre, des vases explosés en 1000 morceaux, des meubles complètement retournés, elle voit même des traces de sang et elle imagine le pire. Elle envoie alors un message, entre guillemets SOS à Benjamin, qui travaille en ce moment même. Puis elle crie alors après sa tante, et malheureusement personne ne répond. Et après quelques secondes sans aucun bruit dans la maison, elle entend un petit peu de bruit provenant de l'étage. Elle décide alors de se cacher dans un placard à balai, sous les escaliers, et d'attendre de voir ce qui se passe. Elle envoie de nouveau un SMS à Benjamin, elle écrit « Urgent, viens vite chez ma tante ». Il répond qu'ils sont en route et qu'ils seront là avec son équipe dans 5 minutes. 5 minutes durant lesquelles Julia va retenir son souffle. Elle va entendre pendant ces 5 minutes des bruits de pas descendant doucement les escaliers et elle va entendre 2 voix d'hommes murmurer qu'ils ont déjà pas mal d'affaires et qu'ils devraient partir vite avant que la personne qui cherche Alessia, la tante de Julia, appelle la police. Julia arrive à voir le visage des 2 hommes par la serrure de la porte et c'est le prétendu, effectivement, Thierry, accompagné d'un inconnu. Et elle les voit tranquillement depuis son placard fuir de la maison avant que Benjamin et ses collègues n'arrivent sur les lieux. Elle renvoie alors un message pour expliquer la situation à Benjamin qui lui dit de rester planqué jusqu'à ce qu'ils arrivent, peu importe ce qu'elle a pu voir ou entendre. Elle a alors attendu que Benjamin arrive pour sortir de sa cachette. Et aucun doute pour les gendarmes, et encore plus avec le témoignage de Julia, c'est Mathias qui a fait le coup avec un complice. Mais maintenant revenons sur la tante de Julia, Alessia. Où est-ce qu'elle était pendant tout ce temps? Et bien Alessia, après la grosse dispute qu'elle a eue avec ce fameux Thierry, ce Mathias finalement, elle voulait aller chercher du réconfort et s'éloigner un petit peu de tout ça. Et tout ça sans batterie. Alessia a alors compris qu'elle s'est faite avoir et qu'elle a quitté le domicile et malheureusement c'était un piège, ce qui a permis à Mathias et son complice de pouvoir voler tout l'héritage de son ex-compagnon décédé il y a 6 ans. Pour cette première histoire, on va parler de Lola, très beau prénom au passage. Lola, c'est une fille d'une vingtaine d'années en colocation avec 2 filles du même âge qu'elle. Et Lola précise que chacun a sa chambre et que c'est bien distinct dans l'appartement, ce qui fait qu'elles ont toutes leur intimité si elles ont envie d'être tranquilles.
Et j'ai jamais fait de coloc personnellement, mais je pense effectivement que pouvoir avoir son intimité en colocation, c'est primordial. Bref, Lola explique qu'elle s'entend très bien avec ses 2 colocs et qu'elles sont toutes devenues amies au fil du temps. Lola nous raconte aussi qu'elle travaille de jour et qu'une de ses colocataires travaille également de jour, sauf que l'autre, par contre, elle travaille de nuit et ça aura son importance. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans l'appartement. Voilà, maintenant le contexte est posé, donc on va rentrer tout doucement dans le détail de l'histoire de Lola. Lola précise qu'elle a posé un jour de congé un mercredi. Alors pas qu'elle a pas envie de bosser, mais pour la simple et bonne raison que sa meilleure amie se marie justement dans les prochains mois. Elle a donc pour mission d'accompagner sa meilleure amie pour l'essayage des robes de mariée. On est donc mardi soir. Lola, elle sait qu'elle bosse pas le lendemain et en plus de ça, elle peut faire la grasse mat le lendemain matin. Elle fait donc ce que tout le monde qui écoute cette vidéo ferait, dormir à 20 h après une petite soupe. Non, pas du tout. Lola, elle dégomme la série Prison Break sur Netflix et elle s'endort à 1 h 30 du matin. Lola est donc claquée, mais comme elle l'a dit, elle peut faire la grasse mat, donc c'est pas grave, c'est cool. Sauf qu'au matin, Lola elle est réveillée 2 fois. Une fois par sa coloc qui sort de l'appartement, elle entend donc le bruit de la porte qui claque, puis une seconde fois par sa coloc qui rentre de son travail de nuit. Et vraiment, ça fait beaucoup de bruit pendant plusieurs minutes, ce qui empêche clairement Lola de se rendormir correctement. 10 minutes vont alors se passer avant que Lola se rendorme. Il est maintenant 9 h 15 du matin quand Lola se réveille enfin et se lève pour prendre son petit déjeuner. Lola elle est de bonne humeur car elle doit pas se presser pour aller au boulot. Elle a du temps devant elle avant d'accompagner sa meilleure amie pour l'essayage de sa robe de mariée. Lola se dirige désormais donc vers la douche et passe devant la porte de sa coloc, celle qui travaille de nuit et qui a fait un peu plus de bruit que d'habitude ce matin. Lola elle passe devant sa chambre et étonnamment la porte est entrouverte. Alors, chose anodine me direz-vous, et pourtant pas du tout. Lola elle explique que sa porte elle est toujours fermée quand elle dort. Et c'est logique, sa coloc travaille de nuit, si elle ne dort pas en rentrant, ça va pas le faire. Bon, Lola, elle va pour fermer la porte afin que sa coloc ne se réveille pas à cause de la lumière du jour ou même des bruits qu'elle va faire dans l'appartement. Et ça, pour le coup, c'est une coloc assez bienveillante et on aime bien ça. Sauf que Lola, au moment de fermer la porte, elle sent une odeur qui est pas très agréable dans la chambre de sa coloc. Elle ira pas dire que sa coloc pue des pieds non plus, mais c'est vraiment beaucoup plus fort que ça comme odeur. Et encore une fois, Lola elle veut pas réveiller sa coloc, donc elle ferme la porte tranquillement et va se laver. Le temps passe et Lola se lave et repart en direction de sa chambre. Elle repasse donc au niveau de la chambre de sa coloc et là elle se stoppe net. Elle se stoppe net car elle vient d'entendre quelqu'un tousser d'une voix assez grave depuis la chambre de sa coloc. Problème, c'est que sa coloc elle a pas une voix grave du tout, mais une voix très douce. Ça interpelle donc Lola qui reste quelques secondes devant la porte sans faire de bruit. Puis lorsqu'elle n'entend plus rien, elle se dit que finalement se coucher très tard le soir, ça lui réussit pas. Clairement elle pense qu'elle a halluciné ou qu'elle n'est pas sûre d'avoir entendu en fait un bruit d'une voix très grave. Et désormais tout va aller très vite. Lola fait ses affaires et sort de son appartement pour aller faire quelques courses avant de rejoindre sa meilleure amie. Lola sort de son appartement, descend les escaliers, puis sort de la porte de son bâtiment. Sauf que grosse surprise, Lola tombe nez à nez avec sa colocataire. Oui, celle qui est supposée être en ce moment même dans sa chambre en train de dormir. Alors Lola elle est choquée et elle lui demande comment t'as fait pour être en bas avant moi alors que tu étais dans ton lit il y a à peine 5-10 minutes de ça. Sa coloc va lui faire une tête bizarre et lui dire « non, je rentre du boulot, j'ai fait quelques heures sup, je monte, je suis claqué, je vais me coucher. » Et Lola raconte donc immédiatement ce qu'elle a vu ce matin, la porte ouverte, l'odeur bizarre, les bruits de porte ce matin, elle raconte tout à sa colocataire. Toutes les deux trouvent ça logiquement bizarre et décident de monter ensemble de nouveau à l'appartement et voir s'il y a vraiment quelque chose dans la chambre de sa coloc. Elle monte les escaliers aussi vite qu'elle peut, elle bouscule même au passage un garçon, puis elle rentre dans l'appartement. Et là, elles sont surprises de voir que la porte de la chambre de la coloc est désormais grande ouverte, mais qu'il n'y a personne là-dedans. Sauf que plusieurs détails vont intriguer Lola et sa colocataire. Première chose, le lit de la colocataire est défait. On peut même voir les traces de quelqu'un qui s'est allongé sur le lit. Puis seconde chose, et pas des moindres, l'odeur. L'odeur, la mauvaise odeur, elle est toujours là, à tel point que les deux jeunes filles se bouchent le nez. Et après quelques secondes, Lola elle attrape le bras de sa coloc et lui dit « j'ai compris ». Lola repense à cette odeur et elle fait le lien avec ce garçon qu'elles ont bousculé un peu plus tôt dans l'escalier. Elle est intimement persuadée que le garçon dans l'escalier dégageait cette même odeur bizarre. Mais comme ça a été très vite, elle s'en est pas rendu compte tout de suite. Imaginez donc la tête de la coloc de savoir qu'un individu, pas très propre au passage, se soit infiltré dans son lit pendant qu'elle n'était pas là. Et encore heureux qu'elle a fait des heures sup car elle aurait pu tomber nez à nez avec cet homme quelques minutes auparavant. Puis dernière chose, avant de clôturer cette première histoire, vous vous demandez peut-être comment ce garçon a pu rentrer dans l'appartement. Eh bien, elles ne savent pas du tout. Elles ne savent pas pourquoi ni comment il s'est infiltré dans le bâtiment. En tout cas, une chose paraît sûre pour Lola, c'est qu'il a dû profiter du départ de la première colocataire au matin pour rentrer. Enfin, je sais pas vous, mais moi je vois que ça. Et si maintenant on se faisait une toute autre histoire qu'a vécu Estelle et Eva. Estelle et Eva sont deux copines d'une trentaine d'années qui ont décidé de faire un road trip au Vietnam pendant 30 jours. Alors super voyage donc pour nos deux amies qui kiffent clairement. Elles visitent, elles font la fête, bref, vacances de rêve et ça me donne envie de partir tout ça. Et malgré le fait que ce soit un pays pauvre, elles expliquent que jamais, au bon jamais, elles ne se sont jamais senties en insécurité. Et ça, même tard le soir.
Mais vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Un jour, elles vont décider de partir explorer une région un peu reculée au nord du pays. Elles bookent donc un hôtel et s'y rendent en train car il y a plusieurs centaines de kilomètres entre l'endroit où elles sont et le lieu qu'elles souhaitent visiter. Une fois arrivées à l'hôtel, elles déposent leurs valises puis partent en direction des petites rues adjacentes afin de trouver un scooter à louer. Ça leur permettra de découvrir les alentours et de s'y rendre plus facilement que si elles faisaient tout à pied. Et il ne leur faut que très peu de temps pour trouver un homme sympathique qui leur demande si elles ont besoin de quelque chose. Alors, à ce stade-là, rien d'anormal. C'est quelque chose de courant où les locaux démarchent les touristes, comme Estelle et Eva, pour leur proposer des services. Alors que ce soit de la location de voitures, de scooters, ou même encore des excursions de bateaux. Bien évidemment, on a tous vécu ça. Bref, Estelle et Eva racontent que c'est pas quelque chose qui les met en confiance, mais bon, elles ont pas trop le temps et se décident assez rapidement de louer un scooter à cette personne. Après tout, il y a une boutique, donc c'est pas juste quelqu'un qui traîne dans la rue, c'est vraiment quelqu'un de professionnel. Et dernier point qui va quand même gêner fortement Estelle, c'est qu'elle remarque que lorsqu'Eva monte sur le scooter pour l'essayer, le loueur de scooter a les yeux qui baladent un peu, si on peut dire ça comme ça. Alors ça veut dire qu'il observe un peu trop les jambes de sa copine et qu'il ne se cache, mais vraiment pas. Et ça énerve un peu Estelle, qui a dit qu'à Eva que c'est bon et qu'il faut qu'ils partent maintenant car ils ont des courses à faire. Alors, c'est pas vrai, mais c'est juste qu'elle veut partir de là et éviter que le loueur continue de zioter sa copine plus longtemps que ça. Et c'est cool pour Eva d'avoir une pote comme ça. Sauf qu'au moment de partir, le loueur leur demande leur permis de conduire, obligatoire pour louer le scooter. Estelle, désormais méfiante de la situation envers le loueur de scooter, elle propose de faire une photocopie. Sauf que celui-ci, il insiste pour bien garder l'original. Et elle a raison en vrai, on donne jamais ses papiers officiels à quelqu'un que ce soit en France ou à l'étranger. Bref, après plusieurs échanges, le loueur accepte finalement de couper court et de demander une simple photocopie. Donc vous voyez, il y a déjà un truc de louche. Voilà, Estelle et Eva s'en vont avec le scooter et finalement les choses se déroulent plutôt bien. Elles ont loué pour 2 journées, donc elles veulent profiter avant de le rendre et de ne plus entendre parler du loueur de scooter. Les deux amis commencent donc leur exploration et s'enfoncent de plus en plus dans des zones assez isolées. Et c'est ce qui était prévu. Estelle et Eva racontent que les rues sont assez endommagées et ça rend notamment Estelle pas très à l'aise, voire même pas confiante du tout à l'arrière du scooter. Mais bon, pas grave. Ils arrivent bientôt au prochain village et elles ont prévu de s'arrêter pour manger là-bas. Cependant, avant d'arriver au village, Estelle remarque que 2 scooters roulent plus ou moins derrière elle. Et ce que note Estelle à ce moment-là, c'est qu'à part les 2 scooters au loin, derrière elle n'ont croisé absolument personne. Mais bon, rien d'alarmant pour le moment pour Estelle et Eva, qui vont bientôt s'arrêter pour manger avant de repartir en direction d'une cascade. Bref, elles mangent puis repartent tranquillement en scooter. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que pour aller à la cascade, les 2 jeunes filles doivent passer en scooter par une route traversant une forêt. C'est chose pas très rassurante pour les 2 amis, mais bon, comme on dit, pas le choix, quand faut y aller, faut y aller. Outre le fait de passer sur cette route entourée de forêts assez flippantes, Estelle remarque de nouveau 2 scooters derrière elle. Et aucun doute pour elle, c'est les 2 mêmes scooters que tout à l'heure. Mais comment est-ce possible qu'ils soient encore là alors qu'ils se sont arrêtés tout à l'heure pour manger? En toute logique, les 2 scooters devraient être loin à l'heure actuelle. Et ça, je suis d'accord avec leur réflexion. Estelle demande donc à Eva d'accélérer pour semer les 2 scooters et que dès qu'elles le pourront, elles changeront de direction pour se cacher. Et j'avoue, bon move. Sauf que Eva, elle remarque que les 2 scooters derrière elle accélèrent également et même s'ils sont à une 60aine de mètres derrière, elle sent que quelque chose ne tourne pas rond. Eva, elle arrête donc d'accélérer et de prendre tous les risques possibles. Elle le sait, c'est pas comme ça qu'elles vont se débarrasser des 2 scooters. D'ailleurs, elle explique que sur le moment, elle n'a pas peur car ça se trouve, c'est rien du tout. Sauf que quelques secondes plus tard, l'un des scooters se met à leur niveau et commence à faire des gestes obscènes. Elles sont en plein milieu de nulle part et enfin, elles prennent conscience que ces 2 scooters-là, ils sont pas là pour être gentils, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, dans la précipitation, et surtout à cause des hurlements d'Estelle derrière, Eva va de nouveau accélérer, ce qui va malheureusement, avec la vitesse, lui faire perdre le contrôle du scooter. Les 2 filles vont alors se cracher quelques mètres plus loin, dans un grand buisson en forêt. Heureusement, pas de grosses blessures pour Estelle et Eva, ce qui leur permet de rapidement se relever et de remonter en selle. Et en remontant en selle, elles aperçoivent toutes les 2 que les 2 autres scooters sont partis un peu plus loin, mais font désormais demi-tour pour revenir vers elles, probablement dans le but de s'attaquer de nouveau à Estelle et Eva. Et comme les 2 autres scooters arrivent à vive allure, Estelle et Eva décident de lâcher le scooter et de courir le plus vite possible à travers la forêt pour enfin être en sécurité et vraiment se cacher. Sauf qu'au même moment, lorsqu'elle rentre dans la forêt, Estelle aperçoit au loin une camionnette arrivant en leur direction, la direction opposée des scooters. Et Estelle ne sait pas comment expliquer, mais pour elle, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et clairement, c'est leur seul espoir. Elle décide de courir vers la camionnette qui s'approche d'elle. La camionnette s'approche et Estelle est donc en plein milieu entre la camionnette d'un côté et les 2 autres scooters de l'autre. S'ensuit quelques secondes où Estelle pense avoir pris la pire décision de sa vie. Mais non, un homme descend de la camionnette et sort avec un fusil. Clairement, il n'est pas là pour rigoler. Estelle pense effectivement que ça craint pour elle, sauf qu'elle se rend vite compte que l'homme est de son côté quand elle va voir les 2 scooters prendre la fuite en direction opposée. Estelle appelle donc Eva et remercie l'homme d'avoir intervenu, car qui sait ce qui se serait passé s'il n'était pas là. La fin de l'histoire se termine très bien, car l'homme va entre guillemets escorter les 2 filles jusqu'à leur hôtel pour qu'elles soient en sécurité.
Un immense big up du coup à cet homme qui a joué un rôle déterminant dans cette histoire. Et pour débriefer un petit peu l'histoire, Estelle et Eva n'ont pas eu davantage d'informations à propos de ces deux scooters. En revanche, elles sont persuadées d'une chose, c'est que le loueur de scooter a forcément quelque chose à voir là-dedans. Je vous explique. Estelle explique qu'en ramenant le scooter, déjà elle n'était pas tout à fait à l'aise avec ce qui s'était passé la veille, et ça se comprend. Mais chose assez effrayante pour Estelle et Eva, c'est qu'ils ont pu voir dans l'arrière-boutique qu'il y avait deux scooters sur le bas-côté qui ressemblaient étrangement aux deux scooters qui les poursuivaient la veille. Aucune certitude, mais c'est vraiment trop chelou pour Estelle et Eva qui sont persuadées qu'il y a eu quelque chose de louche avec le loueur de scooter. Ah, je vous l'avais dit que cette histoire était plutôt pas mal. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, maintenant on est parti pour une dernière histoire où on va suivre un événement que Camille, lycéenne de 15 ans, a vécu. Et je vous le dis, cette histoire elle est horrible. Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Et franchement, si c'est une histoire vraie, juste waouh, je ne saurais pas comment réagir à sa place. Bref, Camille explique qu'elle habite dans une jolie maison et écoutez bien car il y a plusieurs particularités qui sont importantes pour la suite. Sa maison a un accès côté rue, ça c'est normal comme tout le monde, mais elle raconte qu'il y a aussi une grille au fond de son jardin donnant sur une rue en parallèle, ce qui fait que si elle a les clés de la grille au fond de son jardin, elle peut accéder par là-bas. Un jour, elle rentre vers 17h30 des cours quand elle se rend compte qu'elle a oublié ses clés. Et ça, c'est pas de bol. Si tu dois faire pipi en toute urgence, je sais de quoi je parle, c'est compliqué. Il est donc 17h30 lorsqu'elle contacte ses parents pour savoir quand ils rentrent, histoire de ne pas trop traîner dehors. Et bonne nouvelle, sa maman arrive d'ici 30-40 minutes du travail, donc c'est cool. Camille fait quelques minutes de marche pour arriver devant chez elle et attendre. Sauf qu'elle ne veut pas attendre bêtement devant sa porte dans la rue et décide donc de faire le tour afin d'escalader la grille au fond de son jardin pour justement se poser sur un de ses transats et attendre tranquillement. Et j'avoue, ça paraît bien mieux que de poireauter devant sa porte d'entrée. Mais une chose que Camille précise à ce moment-là, c'est qu'on est en automne et qu'on vient de faire le changement d'heure, ça veut dire que déjà vers 17h30, le soleil commence bien à se coucher. Alors je sais pas vous, mais moi ça me met souvent en déprime totale quand le soleil se couche. Bref, Camille arrive donc devant la grille et va pour l'escalader. Sauf qu'en mettant son pied sur la poignée, elle est surprise de voir la chaîne de la grille tomber par terre. Et elle trouve ça bien étrange, car son père laisse toujours cette grille fermée pour éviter qu'un intrus passe par ici. Logique. Elle est donc surprise de voir que la chaîne est tombée directement par terre et qu'il n'y a plus de cadenas, si on peut dire, sur la porte. Elle pousse donc la grille en prenant le soin de la refermer derrière elle et elle se dit juste qu'elle préviendra son père de ce qu'elle vient de voir quand il rentrera. Camille s'avance dans son jardin qui est assez long et comme je l'ai dit, il commence à faire sombre, ce qui rend l'ambiance pour Camille pas très rassurante non plus. Camille s'approche donc de sa maison pour se poser sur un transat, sauf qu'elle est surprise par de la lumière à l'intérieur de la maison. Mais pas des lumières qui proviennent de la lampe du salon par exemple, non, c'est plutôt la lumière d'un flash de téléphone ou tout simplement une lampe torche. Au début, premier réflexe, pendant les 3-4 premières secondes, elle se dit « Bah cool, ma maman est déjà là, j'aurais pas besoin de rester dans le jardin toute seule. » Sauf qu'elle se rend vite compte en s'approchant qu'il y a quelque chose de pas normal. La chaîne par terre au niveau de la grille, les lumières de téléphone ou de lampe torche, c'est pas logique. Si sa maman était là, elle se serait allumée de partout. Plus de doute possible pour Camille, qui va immédiatement se réfugier dans son petit cabanon qui est proche de la terrasse. Et heureusement, déjà, elle se fera pas voir car il fait déjà assez sombre et c'est une bonne chose. Mais attendez car l'histoire n'est pas du tout terminée. Depuis son cabanon, Camille elle est terrifiée. Elle entend des bruits d'objets tombés, comme si le ou les intrus étaient en train de tout retourner chez eux. Et à ce moment-là, Camille précise qu'elle n'ose même pas ouvrir le téléphone de sa poche, tellement elle a peur de se faire repérer par les intrus. Et elle n'a pas forcément tort. Au vu du bordel qu'ils sont en train de faire, la prudence est primordiale. Camille tente d'observer ce qui se passe dans sa maison à travers un petit interstice dans le cabanon, et même si elle ne voit pas grand-chose, elle arrive à voir et entendre deux personnes cagoulées sortir de chez elle par le jardin. Les deux personnes chuchotent et à les entendre, Camille est persuadée que c'est un homme et une femme. Elle voit les deux personnes partir en direction du fond du jardin, probablement pour s'en aller, et c'est alors que Camille, après plusieurs secondes, se croit saine et sauve et décide enfin d'appeler sa maman pour la prévenir de ce qui s'est passé. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Camille pensait être discrète et pensait surtout que l'homme et la femme étaient en fait partis, mais pas du tout. Ils étaient en réalité encore dans le fond du jardin lorsqu'ils ont entendu au loin la voix de Camille. C'est alors que Camille va entendre l'homme et la femme cagoulés arriver au niveau de l'entrée du cabanon. Pas d'échappatoire possible pour Camille qui voit les deux personnes rentrer et pointer leur lampe torche directement sur sa tête. Entre-temps, elle entend la femme dire « on peut pas la laisser, elle nous a forcément reconnus ». Bien sûr, Camille ne comprend pas pourquoi et répète sans cesse qu'elle ne dira rien s'il la laisse saine et sauve. L'homme commence à mettre la main sur la bouche de Camille pour l'étouffer dans le cabanon et disons que c'est un moment horrible qu'elle est en train de vivre. Alors heureusement pour Camille, si je raconte cette histoire, c'est que les choses vont bien se passer pour elle. Enfin, sur le moment, car vous allez voir qu'il y a un retournement de situation à la fin qui est dingue. Si Camille peut nous raconter cette histoire, c'est qu'elle a effectivement du coup survécu. Et en effet, sa mère est arrivée chez elle et a vu les deux personnes aller dans le cabanon. La maman de Camille a crié de toutes ses forces et ça a fait fuir assez rapidement les deux personnes. J'en parle comme si c'était banal, mais vous allez probablement vite comprendre pourquoi les deux personnes sont vite parties.
Parce qu'après que les deux personnes soient parties avec des objets de valeur, eh bien la vie a repris son cours. Laissant bien entendu des traumatismes énormes pour Camille, sa maman et aussi son père qui a appris toute cette histoire bien plus tard. Mais comment ça va se terminer? Et là où je suis bien content de raconter cette histoire, c'est qu'habituellement on en reste là et il n'y a pas plus d'informations, c'est logique. Sauf que là, c'est pas le cas et Camille nous laisse sur un dernier événement choquant. Quelques mois plus tard, Camille est chez elle, avec ses parents, alors qu'il reçoit un couple d'amis chez eux. Et la soirée se passe plutôt bien, jusqu'à un moment où la mémoire de Camille fait un énorme flashback. Vous savez, quand elle était dans le cabanon, elle a entendu cette femme, dire « Elle nous a reconnus, faut faire quelque chose ». Et bien en fait, Camille se rend compte que c'est la même voix que la femme qui est actuellement chez ses parents, qui est invitée chez ses parents. Ce qui explique notamment pourquoi les deux intrus, l'homme et la femme, ont voulu se débarrasser de Camille dans le cabanon, car ils étaient sûrs qu'elle avait entendu leur voix. Et ça paraît cohérent, car quand on a une cagoule sur notre tête, c'est difficile de reconnaître quelqu'un, alors que la voix, c'est différent. Bref, je trouve ça terrible comme fin, car Camille va alors être persuadée que c'est ce couple d'amis qui est à l'origine du cambriolage effectué plusieurs semaines plus tôt chez ses parents. Camille finit son thread en indiquant qu'elle est terrifiée de les voir et qu'elle n'ose même pas dire à ses parents ce qu'elle pense de tout ça. D'une part, car elle est sûre qu'à 80-90%, et d'autre part, elle a peur tout simplement que ce couple d'amis s'en prenne de nouveau à elle ou à ses parents. Je vous le dis, moi quand j'ai lu la fin de cette histoire, j'ai débloqué et j'espère que ça a le même effet sur vous. Pour cette première histoire, on va parler de Nora, une jeune étudiante qui habite à Vannes en Bretagne. Et vous allez voir que son histoire va vous donner envie de vous cloîtrer chez vous pour l'éternité. Bon, j'en dis pas plus, je démarre. Pour mettre dans le contexte, Nora elle est donc étudiante et travaille dans une grande surface. Elle a un job étudiant depuis plusieurs mois maintenant et c'est indispensable pour elle afin de financer son appartement. Elle explique tout de même que ses parents l'aident un petit peu, mais ils peuvent pas tout payer pour elle, et c'est logique. Nora nous dit qu'elle habite seule, dans une rue qui est située au centre-ville de Vannes, qui est pas très loin d'une rue qui est assez fréquentée le soir, entre parenthèses, là où il y a les bars. Alors Nora nous dit que c'est déjà arrivé qu'il y a eu quelques petits problèmes de bruit, de tapage nocturne le soir, mais rien de plus, et vous me direz c'est déjà pas mal. Bref, un samedi soir, Nora elle finit le boulot assez tard, elle est donc très fatiguée. Malgré ça, elle décide de rendre visite à une de ses amies car elle doit récupérer un bouquin dont elle avait besoin pour les cours. Alors Nora elle explique qu'elle arrive chez sa pote et que comme elle est avec son copain, elle va pas s'éterniser très longtemps. Nora en gros, elle veut pas ruiner la soirée romantique de sa pote. Donc elle passe quelques minutes, elle prend des nouvelles, puis s'en va pour passer une bonne et une longue nuit de sommeil, dont elle a bien besoin a priori. Nora arrive à son appartement en voiture et va pour se garer dans le parking souterrain. Et celui-ci a une grille qu'elle doit ouvrir avec une télécommande à distance. Bon ça, je vous fais pas de dessin, c'est classique, il y en a partout. Elle arrive donc devant le portail, mais bizarrement, la grille est déjà ouverte. Bon, ok, elle se dit que quelqu'un vient de rentrer ou de sortir du parking, donc elle s'en fout. Puis elle rentre enfin dans le parking. Sauf qu'au moment d'arriver au niveau de sa place, elle aperçoit quelque chose par terre. À première vue, on dirait des détritus, et forcément ça l'énerve un peu de voir ça sur sa place de parking. Donc elle se dit que c'est trop bizarre et qu'il y a des gens vraiment pas respectueux dans son immeuble. Ça l'énerve, mais elle décide d'enlever sa ceinture et de sortir de sa voiture pour enlever le sac et le mettre dans le local à poubelle. Et après, c'est fini. Sauf qu'au moment de sortir de sa voiture, Nora explique qu'elle entend un bruit. Et ce bruit, c'est un claquement. C'est toutes les lumières qui s'éteignent d'un coup. Et ça fait ambiance film d'horreur. Mais en fait, pas du tout. C'est normal. Nora elle explique que la lumière, c'est une sorte de minuteur. Et pour éviter que les lumières fonctionnent toute la nuit, elles s'éteignent après quelques minutes que quelqu'un a ouvert le garage avec la télécommande. Nora rentre du coup dans sa voiture et appuie sur le bouton de sa télécommande pour remettre la lumière. Mais rien n'y fait. Les lumières ne se rallument pas. Elle est donc dans le noir sur le bord de sa voiture et la seule source de lumière, c'est simplement les phares de sa voiture qui allument un peu plus loin les détritus ou le sac poubelle. Donc second réflexe de Nora, c'est d'aller vers la porte qui relie le parking de l'ascenseur et d'appuyer tout simplement sur l'interrupteur. Et encore une fois, clic, mais non, toujours pas. Nora sait qu'elle va devoir prendre les sacs poubelles, l'amener dans le local poubelle un peu plus loin, qui est à l'opposé de sa place, puis revenir se garer et enfin rentrer chez elle. Alors ça c'est le plan, mais je vous le dis, elle est vraiment pas sereine du tout. Je rappelle, il fait noir, il est aux alentours de 22h30-23h et elle est toute seule dans un parking souterrain. Nora prend alors son courage à deux mains, puis prend le sac de détritus et part en direction du local poubelle. Et alors qu'elle s'éloigne de sa voiture, toujours allumée, je vous le précise, elle entend soudainement le portail s'ouvrir. Tant mieux pour elle qui se dit que la lumière va enfin se rallumer et qu'il y aura un de ses voisins qui va rentrer, donc elle va se sentir en sécurité. Sauf qu'elle a le temps de rentrer dans le local poubelle, de déposer le sac et de ressortir, et pourtant toujours pas de lumière. Nora explique qu'elle va désormais vivre le pire moment de sa vie à ce moment précis. Et tenez-vous prêts, car c'est court mais intense. Nora raconte qu'en sortant du local poubelle, quelqu'un lui a attrapé le bras pour la saisir. Elle ressent à ce moment-là une forte pression sur le bras et elle entend une respiration à quelques centimètres derrière elle, sur sa nuque. Nora tente de crier, mais une autre main maintient sa bouche pour qu'elle ne puisse exprimer aucun son. Tout ça dure une poignée de secondes, pas plus, jusqu'à ce que Nora entende plusieurs bruits de klaxon. Et des bruits de klaxon dans un parking, ça fait vraiment beaucoup de bruit.
Ces bruits de klaxon, c'est un de ses voisins qui est rentré et qui était à 2 doigts de rentrer dans la voiture de Nora, en plein milieu du parking. Oui, car je le rappelle, sa voiture elle est en plein milieu, elle n'est pas garée. Et suite à ces coups de klaxon, Nora ressent que la personne derrière elle, elle relâche la pression et retourne discrètement dans le local poubelle. Nora, à ce moment-là, court alors vers un de ses voisins et explique toute la situation. Qu'il y a quelqu'un dans le local poubelle et que sans lui, elle se serait fait attraper et c'est pas ce qui se serait passé. Heureusement, le voisin va comprendre tout de suite la situation et ensemble, ils vont se mettre en sécurité en dehors du parking, laissant les 2 voitures en plein milieu. Ils vont alors appeler la police et expliquer la situation, mais malheureusement la police ne viendra jamais. Nora explique qu'ils ont patienté plusieurs minutes, voire même plusieurs heures, en dehors du parking sans que la police ne vienne. Et cette histoire va se terminer avec son voisin qui va accompagner Nora tout du long à garer sa voiture et monter dans son appartement. Mais aucun des deux n'aura le courage d'aller voir ce qui se passe vraiment dans ce local poubelle ce soir-là. Et franchement, levez la main, ceux qui seraient prêts à y aller, il n'y a personne. Nora aura jamais le fin mot de cette histoire, mais explique tout de même qu'elle ne s'est plus jamais garée dans le parking et qu'à l'heure où elle écrit cette histoire, elle cherche à tout prix à partir de cet immeuble. Bref, je suis content de ne pas avoir de parking comme le sien, en tout cas. Bon, maintenant que la première histoire est terminée, passons tout de suite à la seconde histoire. Pour la seconde histoire de cette vidéo, on va parler de quelque chose qui se produit encore trop souvent dans notre société. Alors j'en dis pas plus car sinon je vais vous spoiler, mais vous allez voir que le témoignage que j'ai récupéré est assez fou. Ce témoignage c'est Marina, c'est une femme de 28 ans qui habite dans un quartier résidentiel plutôt calme qui va nous le raconter. Marina indique qu'elle vit avec son mari dans une maison dans un quartier résidentiel et c'est réputé pour être ultra safe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont choisi ce quartier. Bref, Marina elle explique qu'elle travaille dans le marketing et que ça lui permet une grande partie du temps d'être en télétravail. Alors se lever à la dernière minute et gagner 45 minutes de sommeil, je sais pas vous, mais moi je valide totalement. Un jour, alors que Marina est en télétravail, elle entend sonner à sa porte. Alors elle n'a pas prévu de recevoir quelqu'un, mais intriguée, elle se dirige vers la porte d'entrée. Elle regarde par le petit œillet et voit un homme se dresser de dos derrière la porte. Marina, pensant que c'est un des colis que son copain doit recevoir, elle ouvre la porte. Et alors qu'elle pensait recevoir un colis, elle se rend compte qu'elle a ouvert un démarcheur commercial. Et faut le dire, ça c'est juste trop relou. Et ce démarcheur commercial, il lui indique qu'il vend des systèmes d'alarme et qu'il se permet de démarcher dans son quartier car il y a eu récemment de nombreuses tentatives d'intrusion dans les environs. Et vous savez, sans rentrer dans les détails, je suis persuadé que ce démarcheur lui a fait toutes les techniques de vendeur pour faire peur à Marina et attirer son attention, dans le but de lui vendre une alarme 10 fois trop chère, j'imagine. Bref, du coup ça marche et Marina elle a peur et pose donc des questions sur les récents événements qui ont lieu dans son quartier. L'histoire de l'homme ne la rassure pas du tout et celui-ci lui demande s'il peut entrer chez elle afin d'effectuer un devis pour sécuriser son habitation. Marina va sentir la douille arriver et lui claquer la porte au nez, bien évidemment. Pas du tout. Marina elle ouvre grand sa porte et lui dit volontiers et elle lui propose même un café. Bref, faut faire attention à tout ça, on est d'accord? L'homme continue donc alors son speech à l'intérieur de la maison de Marina et de son mari et lui montre sa carte professionnelle, son uniforme et un tas de documents qui met davantage en confiance Marina. Marina est donc full en confiance et l'homme commence à faire le tour de l'habitation de Marina. Il se veut vraiment rassurant et donne donc pas mal de conseils à Marina pour qu'elle sécurise son logement. Sauf qu'entre-temps, Marina reçoit un appel de son boulot, de son travail et laisse donc l'homme seul quelques minutes chez elle en train de faire le tour. Marina répond à l'appel, un peu stressée par cette situation inattendue. Elle s'éloigne dans le salon pour discuter avec son collègue, tout en gardant un œil discret sur l'homme qui continue de faire le tour de sa maison. Et c'est logique, même si elle est en confiance, elle fait quand même attention. Quelques minutes passent alors, et quand elle revient, elle trouve le démarcheur dans sa cuisine, inspectant la serrure de la porte arrière. Marina le remercie quand même pour ce conseil et commence à vouloir écourter l'échange car le temps passe et elle doit reprendre le boulot. Sauf que l'homme insiste pour lui expliquer quelques dernières astuces et il pointe du doigt notamment un coin de la pièce et dit « Vous voyez ce placard, c'est exactement le genre d'endroit où il faut vérifier parce que n'importe qui, même un cambrioleur, pourrait se cacher en attendant que vous dormiez. » Marina, en entendant ça, elle prend forcément peur. C'est pas rassurant d'entendre ça, mais elle se force à garder la tête haute, on va dire. Elle sourit et elle lui répond qu'elle prend note de tout ça et qu'elle en parlera à son mari ce soir. Elle le guide alors poliment vers la porte d'entrée pour l'inviter à partir. L'homme finit par s'en aller après avoir laissé une brochure et promis de la recontacter pour finaliser le devis. Marina verrouille rapidement la porte derrière lui, elle est un peu soulagée, mais toujours mal à l'aise vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Elle a vraiment senti là que l'homme était un peu plus oppressant qu'au début. Quelques heures vont passer et Marina se remet à son travail. Malgré tout, elle peut pas s'empêcher de jeter de fréquents coups d'œil par la fenêtre au cas où ce démarcheur commercial reviendrait. L'histoire des cambriolages, forcément ça la hante et finalement, elle décide d'en parler à son mari lorsqu'il rentre. Et quand son mari arrive, il est déjà 21h, il est tard et Marina lui raconte en détail du coup tout ce qui s'est passé. À mesure qu'elle décrit le démarcheur, son mari devient de plus en plus pâle et il va lui dire la chose suivante. Marina, je veux pas te faire peur, mais... Il sort son téléphone et lui montre un article datant de la veille. On y parle d'un homme suspect se faisant passer pour un démarcheur qui a été aperçu dans plusieurs quartiers en train de repérer des maisons. Et la description correspond exactement à celle de l'homme que Marina a laissé entrer. Un silence pesant s'installe entre Marina et son mari.
Puis ils vont rompre ce silence en se disant qu'ils vont bien tout vérifier au cas où il y a eu un vol. Ils fouillent la maison, pièce par pièce, et tout semble en ordre. Jusqu'à ce que Marina arrive au niveau de la porte, là où le démarcheur commercial a passé de longues minutes. C'est la porte arrière de leur maison. Marina, à cet endroit-là, elle découvre un carnet noir. Son mari s'approche et ouvre le carnet. À l'intérieur, des noms et des adresses. Et le dernier nom inscrit est celui de Marina, enfin son nom de famille, suivi d'une note « Femme seule, opération prévue ce soir ». Marina et son mari appellent immédiatement la police, mais en attendant leur arrivée, ils s'assurent que toutes les portes et fenêtres sont bien verrouillées. Ils en profitent aussi pour faire un tour rapide de leur maison, et heureusement à ce moment-là, rien à signaler, et c'est important. Parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de danger imminent, Marina est de plus en plus stressée, surtout lorsqu'elle croit entendre un léger grincement provenant de la porte de derrière. Marina et son mari se dirigent alors vers la porte arrière et voient celle-ci grande ouverte. Et comme je l'ai dit juste avant, ils viennent de s'enfermer, littéralement dans leur maison. Ce qui veut tout simplement dire que quelqu'un vient de sortir de chez eux et qui était là pendant tout ce temps. La police va alors arriver, ils vont alors tout inspecter chez eux jusqu'à découvrir une chose terrifiante. Le dressing de notre couple est désormais sans dessus-dessous et plusieurs objets de valeur ont disparu. Et ce qui est traumatisant pour Marina et son mari, c'est que rappelez-vous, ils ont fait le tour de leur maison. Il y a de ça quelques minutes et il n'y avait aucun problème. Une chose est donc sûre, et on va finir là-dessus, c'est qu'une personne s'est introduite chez Marina pendant qu'elle était en télétravail, et probablement via l'aide du démarcheur commercial. Je pense que ça fait aucun doute que la personne est passée par la porte arrière, et il a ensuite attendu le meilleur moment pour tout voler et s'en aller avant même de se faire attraper. Bref, je peux pas m'empêcher de penser à ce qui se serait passé si Marina et son mari étaient tombés nez à nez avec l'intrus chez eux. Généralement, je pense pas que ça finisse bien. Bon, fin de cette histoire, si vous êtes chaud, on part pour une autre. Ici, on va parler d'une histoire qui aurait dû être fun, mais qui s'est pas du tout passée comme prévu. Alors, je lis à la première personne pour vous mettre dans les meilleures conditions, et c'est comme ça que je l'ai reçu. Alors, voici l'histoire de Rémi. Salut Joker, je m'appelle Manon, j'ai 24 ans, et après mes études en tourisme, je me suis dit que je voulais bouger un peu, voyager, voir du pays, avant de m'enfermer dans un bureau. Alors, quand elle dit m'enfermer dans un bureau, c'est d'aller travailler. Pendant 2 ans, j'ai été animatrice dans des clubs de vacances. C'est un boulot intense, mais super enrichissant. On rencontre des gens, on découvre des lieux paradisiaques. Bref, c'était l'expérience parfaite avant de commencer un poste en agence de voyage que je devais décrocher pour octobre. Ma dernière saison, je l'ai donc passée en Grèce et c'était en septembre, à la fin de l'été. Et mes 2 dernières semaines s'annonçaient tranquilles, mais alors vraiment tranquilles. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Un après-midi, j'ai animé une partie de volley sur la plage. Et vous savez, c'est une activité bon enfant où les vacanciers viennent s'amuser, se détendre. Même s'il n'y a pas beaucoup de niveaux, on s'éclate vraiment bien. Et parmi tous les vacanciers, il y avait un homme un peu étrange. Il n'arrêtait pas de commenter tout ce que je disais et de me lancer des regards insistants. Alors rien de vraiment alarmant, c'est presque devenu habituel pour moi. Chaque saison, il y a toujours 1 ou 2 personnes comme ça, et il n'y a pas de mal. Quand la partie de volley s'est terminée, tout le monde a quitté la plage, sauf lui. Il est resté assis sur un transat, les lunettes de soleil vissées sur le nez, à me fixer. Enfin, je crois qu'il me fixait. Avec ses lunettes, c'était difficile à dire, je vous l'accorde. J'ai terminé de ranger le matériel, un peu mal à l'aise, et avant de partir, je lui ai adressé un sourire poli. Mais son attitude m'a laissé un drôle de sentiment. Ce soir-là, après une journée bien chargée, je décide de me poser dans ma chambre. Une douche, un peignoir, et hop, je me glisse dans mon lit avec un film. J'étais bien, tranquille, jusqu'à ce qu'on frappe à ma porte. Je m'attendais à voir personne, mais je me lève pour ouvrir. Et là, c'était lui, le mec de la partie de volley. Il me demande si je vais bien et s'il peut me proposer d'aller boire un verre. Sur le coup, je reste poli et je décline. Je suis quand même formé pour ça, donc je dis tout simplement « Non merci, je suis fatigué, bonne soirée ». Mais là, il me pose une question qui me met très mal à l'aise. « Est-ce que tu es seul ?» C'est là où j'ai senti un frisson me traverser à ce moment-là. Pourquoi il voulait savoir ça? Je lui répète que je suis fatigué, je lui souhaite une bonne soirée à nouveau et je ferme la porte. Mais après coup, je réalise quelque chose qui me fait froid dans le dos. Comment il savait où était ma chambre? Cet hôtel est immense et c'était clairement pas un hasard. On a l'impression qu'il savait exactement à quelle porte toquer. Je reprends mon film en essayant de pas trop y penser. Je me dis qu'il a dû me suivre, mais qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. En tout cas, j'essaye de relativiser. Donc je finis par m'endormir, comme d'habitude, avec ma baie vitrée légèrement entrouverte. Il faisait assez chaud et comme je supporte pas la clim, j'avais pas le choix. Laisser ma baie vitrée légèrement entrouverte. En pleine nuit, je me suis fait réveiller par un bruit, une chaise qui grince. Sur le coup, je soupire, pensant que ça vient de la chambre d'à côté, et je me retourne pour me rendormir. Mais là, j'entends un autre bruit. Je me redresse et je regarde vers la baie vitrée. Le ventilateur qui était collé contre la fenêtre avait bougé. Et puis à ce moment-là, je l'ai vu. J'ai vu une silhouette, là, immobile. Mon cœur a commencé à battre à toute vitesse. Quelqu'un, c'est sûr, est entré dans ma chambre. J'ai compris que je devais pas paniquer sur le moment. Alors j'ai fait semblant de pas l'avoir vu. Je me suis levé tranquillement, comme si je voulais aller à la salle de bain. Mais au lieu de ça, j'ai ouvert la porte de ma chambre et je suis sorti en courant, droit vers l'accueil. Je suis tombé sur l'agent de sécurité, complètement paniqué, et je lui ai tout raconté. Il m'a accompagné jusqu'à ma chambre pour vérifier. Quand on est rentré, il n'y avait plus personne. Enfin, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce qu'on ouvre la dernière porte, celle de la salle de bain. Et là, on tombe sur ce garçon, complètement nu.
S'ensuit du coup plusieurs minutes où il prétend s'être trompé de chambre et puis c'est tout. C'est sa seule justification. Mais après vérification, il n'était même pas un client de l'hôtel. En fait, comme j'étais au rez-de-chaussée, il en a profité pour s'introduire discrètement dans ma chambre d'hôtel par la baie vitrée. Et en y repensant encore à tout ça, ça me terrifie. Ça me terrifie de savoir que quelqu'un a suivi mes moindres faits et gestes, qu'il a trouvé ma chambre et il a attendu que je sois en train de dormir pour s'infiltrer chez moi. Cette histoire aurait pu très mal finir, mais heureusement, j'ai réagi à temps. Et aujourd'hui, je repense souvent à ce moment et ça me rappelle à quel point il faut toujours écouter son instinct. Si quelque chose vous met mal à l'aise, c'est jamais pour rien. Et elle finit son histoire en disant « Merci Joker, je suis abonné à ta chaîne depuis quasiment le début. Ça fait énormément plaisir de raconter cette histoire chez toi. » Et franchement, merci à toi aussi. L'histoire que je vais donc vous raconter, la première histoire, elle est assez folle. Et je vous le dis tout de suite, on va parler de dentiste. Alors moi qui n'aime pas déjà y aller, ça va aussi à tous vous donner la phobie des cabinets dentaires. J'ai déjà une première mauvaise nouvelle, c'est que cette histoire se déroule en France, près d'Auxerre. Romain, qui nous raconte son histoire, explique qu'il vit vraiment en pleine campagne. Ça fait quelques mois qu'il habite là-bas suite à sa mutation qu'il a obtenue. Malgré le fait qu'il soit en campagne, Romain a accepté un poste dans sa société qui est un cran plus haut. Et clairement, il ne pouvait pas manquer ça pour sa carrière. Alors pourquoi Romain nous dit ça? Eh bien tout simplement parce que comme il est tout nouveau dans cette région, il n'a pas son médecin traitant habituel, il n'a pas son kiné habituel, son coiffeur, etc. Et du coup il n'y a pas son dentiste habituel. Et si vous suivez bien, on va parler de ça les amis. Romain explique que dernièrement, il a eu mal aux dents. En fait, il y en a plusieurs qui lui font mal et donc il doit faire des recherches sur internet pour trouver son nouveau dentiste. Il regarde donc pour avoir un rendez-vous assez rapidement et ça c'est pas une mince affaire. Heureusement, en recherchant sur Google, il tombe sur une liste de dentistes à proximité. Et il y en a un qui lui tape dans l'œil car il a de la dispo semaine prochaine, ce qui est très rare, on va pas se le cacher. Et en plus de ça, il y a plein d'avis de personnes qui viennent d'aller le voir, donc bingo. Romain, il a confiance, il prend rendez-vous et se dit que tout ça, ce sera bientôt derrière lui. Romain se rend donc le jour du rendez-vous à l'adresse indiquée par le dentiste. Il se retrouve donc face à un petit bâtiment qui a l'air à peine fini. Il explique que ça fait pas peur, c'est neuf, mais du coup il n'y a que son dentiste qui est installé, qui a mis son cabinet là-bas pour l'instant. Et c'est peut-être pas si étonnant que ça, car je pense qu'en campagne, il y a beaucoup moins de monde, donc moins de médecins, moins de kinés, moins de dentistes, de psychologues, etc., etc. Romain se rend donc au premier étage pour parler à la secrétaire et patienter dans la salle d'attente. Vient donc le moment de rencontrer le dentiste, qui va s'avérer très sympathique. Globalement, il identifie une carie et lui propose donc de revenir la semaine prochaine pour réparer tout ça. Et premier truc bizarre qui n'a pas sauté aux yeux de Romain, c'est que le dentiste propose, au vu de l'urgence de sa dent, de revenir assez rapidement en fin de semaine. Bon, Romain est toqué pour soigner sa dent, mais il n'a pas beaucoup de temps cette semaine, donc il demande s'il peut pas faire ça la semaine prochaine plus tôt. Le dentiste joue alors carte sur table avec Romain et indique que s'il ne se fait pas opérer très vite, ça risque de pourrir et ça sera plus rattrapable. Alors je sais pas si c'est vrai à ce stade de l'histoire, mais vous sentez bien le malaise qui s'installe entre les deux, avec un gros coup de pression de la part du dentiste, ce qui devrait d'ailleurs pas être le cas. Mais Romain, il est un peu comme tout le monde et a tendance à vite faire confiance aux personnes d'autorité, comme son dentiste. Tu vois, les personnes qui sont en blouse, en uniforme, on a facilement confiance en eux. Il se dit donc, ok pas grave, je vais décaler ce que j'avais à faire et comme ça je prends aucun risque avec ma dent. Jusque là, décision encore une fois rationnelle. Mais voilà, à part ça, la première impression était quand même très bonne envers ce dentiste. C'est après que tout va se compliquer si on peut dire. On arrive au vendredi, c'est la fin de semaine et c'est donc le jour J pour Romain qui va se faire opérer de sa carie. Il arrive donc devant le bâtiment et rebelote. Il monte au premier étage, puis se fait installer par l'assistante du dentiste. Elle lui indique qu'au vu de sa dent, elle doit procéder à une anesthésie locale. Big up à vous si vous n'aimez pas les piqûres comme moi. Romain se laisse donc faire tant bien que mal et peu de temps après l'anesthésie, il est surpris par la porte de cabinet qui s'ouvre. Cette porte, c'est le dentiste qui l'a ouvert et qui est prêt pour opérer Romain. Romain présente un grand sourire au dentiste, car je vous rappelle que le feeling était bien passé au premier abord, sauf que le dentiste, il paraît très froid d'un coup et très distant, contrairement à la dernière fois. Bon, peut-être que c'est l'anesthésie locale qui lui fait penser ça, mais après tout, c'est pas grave, faut que le dentiste soit concentré, donc y a pas de mal. Et effectivement, le dentiste commence donc son job et demande à Romain d'ouvrir la bouche pour pratiquer. Sauf que pendant que le dentiste est en train de faire son travail, Romain commence à stresser pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a un mauvais feeling, et le second, c'est qu'il commence à se sentir très faible. Il a donc des étourdissements, des engourdissements partout dans son corps. Bref, c'est bizarre pour Romain. Romain explique que plus le temps avance, plus il sent ce qui se passe dans sa bouche. Ça fait extrêmement mal pour Romain, il tente de manifester sa douleur malgré le fait d'avoir la bouche grande ouverte. Et vous savez, c'est avec l'écarteur de bouche, là, un peu dégueulasse. Mais rien, le dentiste fait presque semblant de rien et l'assistante semble totalement l'ignorer. Et Romain explique qu'à ce moment-là, ses souvenirs sont très brefs, mais il est sûr d'avoir essayé de bouger sa main, sa tête et tout son corps, mais rien. Il était un peu comme paralysé. Puis Romain explique qu'il s'est probablement endormi de douleur, comme s'il avait perdu connaissance à ce moment-là. Et c'est alors que Romain va reprendre connaissance petit à petit. Il va être dans le cabinet du dentiste, allongé sur le fauteuil et complètement désorienté. C'est au bout de quelques minutes que l'assistante va alors venir vers lui et le rassurer en disant qu'il a fait une petite réaction au produit d'anesthésie et qu'il a eu une petite phase délirante. Mais malgré tout, elle le rassure en indiquant que tout s'est bien passé et qu'il peut désormais payer l'opération puis rentrer chez lui.
Romain explique qu'il est parti de là sans avoir vu les travaux finis, si on peut dire, au niveau de sa carie. Mais bon Dieu, pour lui, il a très mal aux dents alors qu'il est censé être toujours un peu sous anesthésie. Bon, le temps passe et après plusieurs jours, Romain se demande pourquoi il a toujours mal aux dents. Oui, il n'a pas mal qu'à une dent, mais à toute la partie sur le côté. Ici en gros. En fait, normalement, après l'opération, tout devrait être fini. Il regarde donc de plus près dans un miroir et il constate bien une couronne. C'est une fausse dent pour remplacer sa carie qui a priori n'était pas récupérable. Sauf qu'autour de sa couronne, il remarque que ses dents ont changé. En fait, il se retrouve avec 4 couronnes, 5 couronnes un peu jaunes au lieu de ses dents habituelles. Romain est donc furieux et décide d'appeler le dentiste pour savoir ce qui s'est passé. Il appelle une fois, pas de réponse. 2 fois, pas de réponse et 3 fois c'est pareil. Romain pète littéralement un câble et va à l'adresse du dentiste pour demander des comptes. Sauf que personne. Le bâtiment est fermé et il regarde alors au travers et ne voit rien. Comme si tout avait été vidé en précipitation et laissé ça comme ça. Romain va alors passer plusieurs jours à se demander ce qui s'est passé. Sauf qu'il a encore une fois toujours mal aux dents et va tout de même prendre rendez-vous avec un autre dentiste pour vérifier ce qui s'est passé. Son rendez-vous est prévu dans 23 jours avec le nouveau dentiste et ça va donc laisser le temps à Romain de repasser quotidiennement devant le bâtiment qui sera toujours bel et bien fermé. Et voici comment malheureusement tout va se terminer. Romain va finalement consulter un spécialiste dentaire, un vrai, qui lui a malheureusement indiqué que ses 4 dents avaient été arrachées pour être remplacées par des couronnes de qualité, on va dire médiocre. Romain n'a donc pas halluciné et le dentiste lui a clairement arraché 4 dents au lieu d'en réparer une et il comprend mieux pourquoi il s'est endormi de douleur. Malheureusement, il n'a pas pu poursuivre le dentiste sur lequel il n'avait aucune réelle info. Bizarrement, tout avait disparu. Son site internet, ses notes sur Google, plus rien ne pouvait le relier à ce dentiste. Enfin, ce faux dentiste. Et il se demande encore aujourd'hui ce que celui-ci a fait avec ses dents. Aujourd'hui, Romain a dû repayer l'intégralité de ses 4 couronnes désormais, pas une seule, et est totalement traumatisé à l'idée de devoir refaire confiance à un dentiste. Bon, levez la main ceux qui ont rendez-vous prochainement avec le dentiste, sachez que je vous souhaite bon courage. Sur ce, on passe à la prochaine. Là, je vous le dis, on va partir dans le creepy de chez creepy. L'histoire que je vous présente parle de Christophe, un homme de 42 ans, qui habite dans une région très reculée en France. Alors décidément, 2 histoires en France, aujourd'hui ça fait beaucoup. Christophe explique qu'il travaille pour la voirie d'une commune, c'est-à-dire qu'il est notamment responsable des routes de sa commune et des alentours. Christophe raconte qu'il est marié et qu'il a un enfant, même si vous allez voir que ça n'a aucun intérêt pour la suite de l'histoire. Il voulait juste dire ça parce qu'il est certainement très fier de sa famille. Bref, trêve de banalité. Christophe explique qu'il intervient quotidiennement sur sa zone, donc dans sa commune et autour de sa commune pour que la circulation puisse se faire normalement. Il explique d'ailleurs que c'est un top métier et qu'hormis ce jour-là, qu'il va raconter, ça se passe toujours bien. Sauf qu'un après-midi ne va pas se passer comme les autres. Christophe est contacté pour une branche d'arbre qui est tombée sur la route et qui gêne. A priori, ça gêne la route et ça empêche donc du monde de circuler. Et surtout, ça peut créer des accidents. Christophe monte donc dans sa camionnette de service et va sur le lieu indiqué pour régler le problème. Christophe raconte que le soleil est en train de se coucher à ce moment-là de la journée, probablement en hiver, et donc la luminosité n'est pas terrible. Il arrive sur les lieux et il est entouré de part et d'autre de plusieurs arbres assez imposants. Et effectivement, il y a une branche en plein milieu de la route. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que j'ai lu beaucoup de threads d'horreur, mais j'ai souvent cette impression qu'il y a des histoires autour des forêts. C'est vraiment bizarre. Sauf que Christophe, au moment de s'approcher de la branche, il se dit « elle est assez imposante et pourtant les arbres sont assez loin ». En gros, c'est pas possible qu'une branche d'arbre puisse apparaître comme par magie en plein milieu de la route. Christophe se dit que tout seul, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera même pas à la déplacer, donc il prend son téléphone et contacte un de ses collègues pour venir l'aider. Et alors qu'il attend dans sa camionnette l'arrivée prochaine de son collègue, il est surpris de voir des phares un peu plus loin derrière lui. Christophe sort de la camionnette et fait signe de loin pour que la voiture ralentisse et ne se prenne pas du coup la branche. La voiture ralentit et s'arrête totalement à hauteur de la camionnette de Christophe plutôt que de la dépasser et de tracer sa route. Christophe voit un homme sortir de la voiture et venir vers lui. Et bonne surprise, cet homme demande s'il peut l'aider pour quoi que ce soit. Christophe accepte volontiers et se dit qu'ils pourront éventuellement déplacer la branche à 2. Et s'ils y arrivent, eh bien tant mieux pour son collègue qui pourra de suite rentrer chez lui. Et il faut préciser tout de même que pour Christophe, c'est pas surprenant que des passants viennent l'aider pour ce genre de mission. Et c'est plutôt sympa, faut l'avouer. Les 2 hommes soulèvent la branche et la déposent sur le côté afin de débarrasser la route, ce qui rendra la circulation beaucoup plus fluide. Christophe et cet homme vont alors discuter ensemble quelques minutes et vont même plutôt bien sympathiser. Mais bon, il se fait tard, les 2 hommes se serrent la main et repartent tous les 2 en direction de leur voiture. Christophe prend donc son téléphone et envoie un SMS à son collègue pour lui dire que c'est bon, tout va bien, il peut tout de suite rentrer chez lui, tout est réglé. Et alors que Christophe est à 2 doigts de mettre le contact, il est surpris par des toquements au niveau de sa fenêtre. Ces bruits proviennent de l'homme qui demande s'il peut venir jeter un œil à sa voiture, car il pense qu'il aura besoin d'aide avec l'un de ses pneus. Christophe sourit, il est extrêmement en confiance avec et lui dit pas de souci, c'est même avec plaisir que je vais t'aider. Christophe y suit l'homme et arrive à hauteur du pneu de la voiture. Sauf que bizarre, il n'y a aucun pneu qui pose un problème. Il n'y a aucun problème à tel point que Christophe se retourne et demande à cet homme où est-ce qu'il y a un problème en fait, car tout a l'air ok.
L'homme explique que si, il y a un problème et il a besoin que Christophe l'aide tout de suite à changer sa roue. Alors comme vous, Christophe il comprend pas trop et peut-être qu'il fait trop sombre et que sa vue est assez mauvaise, donc il se dit je vais l'aider, ça va durer 5 minutes, après tout ça ce sera fini. L'homme ouvre donc le coffre et demande à Christophe de venir l'aider à prendre la roue de secours. Christophe arrive à hauteur du coffre et s'attend à trouver la soi-disant roue de secours, sauf que rien. Il n'y a aucune roue de secours dans ce coffre. Mais Christophe va retenir un détail de ce coffre. Malgré le fait qu'il soit à l'extérieur, il sent une odeur provenir de ce coffre qui est vraiment dégueulasse. Genre ça pue. Christophe tourne donc de nouveau sa tête vers cet homme pour lui demander c'est quoi tout ce cinéma qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de roue de secours, il n'y a pas de pneus crevés, il n'y a rien en fait. Sauf qu'à peine a-t-il le temps de prononcer un mot qu'il ressent une énorme douleur au niveau de son bras. Christophe va alors baisser la tête et comprendre que cet homme si sympathique de tout à l'heure est en train de lui injecter un produit via une seringue. C'est alors que Christophe va avoir le réflexe de dégager son bras, pousser cet homme et repartir à sa voiture aussi vite qu'il peut. Sauf que cet homme n'a pas vraiment manqué son coup et a dû injecter suffisamment de produit pour que Christophe le sente directement. Christophe raconte qu'il est arrivé au niveau de sa voiture, qu'il n'a pas eu le temps d'ouvrir sa porte, qu'il a commencé à tomber dans les pommes. Il va alors sentir cet homme le ramener à sa voiture, le traîner à sa voiture et ouvrir le coffre. C'est alors que c'en est compliqué pour Christophe, qui n'a que des flashs de mémoire suite au produit qu'on lui a injecté. Mais heureusement, l'histoire va bien se finir grâce au collègue de Christophe, qui arrive au même moment. Son collègue a alors vu toute la scène de loin et a décidé de klaxonner comme un malade mental et de mettre les pleins phares sur cet homme dans le but qu'il prenne la fuite. Et ça sera chose faite. Suite à l'intervention du collègue de Christophe, il va rentrer précipitamment dans la voiture et partir avec sa voiture, laissant Christophe gisant sur le sol, à moitié dans les vapes. Son collègue va alors venir en aide à Christophe et découvrir la seringue à côté de lui. Il va alors la saisir précautionneusement et, au lieu de la situation, va prendre la bonne décision de l'emmener à l'hôpital et de faire des examens. Heureusement, Christophe n'aura rien et tant mieux. Il va mettre plusieurs heures à retrouver ses esprits, mais clairement ça aurait pu mal tourner suite aux analyses de la seringue. Car en effet, les analyses de la seringue montrent une dose importante de toxine botulinique de type A. Et cette toxine, la botulinique de type A, elle entraîne une dégénérescence des terminaisons nerveuses, conduisant du coup à une paralysie. Et il en est sûr, l'appel qu'il a reçu était intentionnel, et tout ça était orchestré par justement cet homme. Et cet événement lui a tellement traumatisé qu'il n'a ni souvenir du visage de cet homme, ni de la plaque d'immatriculation du véhicule. Bon, et on peut remercier le collègue de Christophe qui n'a pas regardé son téléphone au volant et qui a pu intervenir à temps pour le sauver. Et je vous le dis, je pense que s'il avait vu son SMS et qu'il était parti, je ne serais pas là en train de raconter l'histoire de Christophe. Bon, maintenant que la seconde histoire est terminée, on part sur la troisième et dernière histoire. Pour cette dernière histoire, je vais vous parler de Georges, et de Charlène aussi, sa femme. C'est en fait un couple d'une trentaine d'années qui vit un amour passionnel entre eux. Georges explique qu'ils sont tellement bien ensemble qu'ils ont décidé d'acheter ensemble une maison pour la retaper, et ensuite vivre dedans bien évidemment. Ils vont alors conserver leur appartement 3-4 mois, histoire de faire les travaux bien comme il faut avant d'y emménager. Georges explique qu'avec Charlène, ils vont 3 fois par semaine dans leur nouvelle maison pour avancer sur les travaux. Ils font tout seuls, après le boulot, et kiffent vraiment cette aventure ensemble. Georges et Charlène, c'est vraiment des personnes qui sont bien débrouillards. Ils ont l'habitude de faire ça. À l'inverse de moi qui suis un zéro en travaux manuels. Bref, un soir, Georges arrive plus tôt que Charlène dans la maison et installe donc tout son matériel dans ce qui sera plus tard leur salon. Faut imaginer que le salon, c'est là où ils entreposent leurs outils et tout ce qui est nécessaire pour la rénovation. Il prend alors tout ce qui est nécessaire pour bosser sur l'isolation à l'étage de la maison. Georges fait tranquillement son boulot quand il entend, au bout d'environ 40-45 minutes, quelque chose tomber en bas. Il explique que ça a fait pas mal de bruit et que c'est probablement sa femme qui a dû arriver. Il descend pour la voir, lui faire un petit bisou et remonter à l'étage. Sauf que non, quand il arrive au niveau du salon, il n'y a personne. Tous ses outils sont sur la table et rien n'a bougé. Donc c'est bizarre pour Georges à ce moment-là. Il remonte, sauf qu'en remontant, il tape son pied sur quelque chose et ça lui fait horriblement mal. Ce quelque chose, c'est une masse. Et il connaît très bien cette masse car elle est habituellement posée contre le mur à quelques centimètres de là. Georges comprend donc que la masse a dû tomber et qu'elle était mal mise et s'explique logiquement le boucan de tout à l'heure. Bref, Georges repart tranquillement à l'étage et se remet au travail. Mais quelques minutes plus tard, rebelote. Il entend la porte d'entrée s'ouvrir doucement et des bruits comme si on trifouillait dans sa caisse à outils. Là, plus de doute, c'est Charlène qui est arrivée. Et Georges lui crie qu'il est en haut et lui demande si elle peut lui ramener une pince dans quelques minutes car il en aura besoin. Se passe désormais plusieurs minutes avant que Georges entende des bruits de pas dans l'escalier. Ça y est, Charlène a décidé de monter et Georges est rassuré d'entendre sa femme qui fait grincer l'escalier. Georges raconte tout de même que pendant tout ce temps, il est sur une tâche difficile et qu'il est ultra concentré à ce moment-là. Et clairement, il se rend pas compte qu'il y a plusieurs minutes qui se sont écoulées depuis l'arrivée de Charlène et pourtant, elle n'est toujours pas venue le voir. Et pour décrire la scène qui se passe, il faut savoir que Georges, il est éclairé par une lampe de chantier. Et cette lampe de chantier, elle est située juste au-dessus de la porte. Et ça éclaire Georges ainsi que le mur qu'il est en train d'isoler au fond de la pièce.
Et alors que Georges est concentré sur son travail, il aperçoit dans son champ de vision une légère ombre se projeter sur le mur. Georges, il la remarque, il tourne donc la tête pour la regarder puis se retourne. Sauf que rien, il n'y a rien entre la lampe de chantier et le mur qui puisse projeter cette ombre-là. Il jette donc de nouveau un coup d'œil sur le mur et il constate effectivement que cette ombre a disparu. Et là, Georges, il esquisse un sourire. Ouais, pour lui, il esquisse un sourire car il sait que Charlène aime lui faire ce genre de blague. Il entend des bruits de pas dans le couloir, ça confirme bien qu'elle est là, en train de se cacher, et décide donc de la prendre à son propre piège. Georges sort de la pièce où il travaille, puis se dirige vers une autre pièce, là où il entend les bruits de pas, certainement où Charlène est en train de se cacher pour lui faire une surprise. Il arrive donc devant une pièce qui sera tout bonnement leur chambre d'amis, et c'est là qu'il entend un grincement très fort de la porte. Il entre dans la chambre et ses yeux se dirigent alors vers une très grande armoire. Pas de doute encore pour Georges. Pour lui, Charlène fait une très bonne blague et elle se cache dans l'armoire pour lui faire peur. Mais comme Georges est habitué à ces blagues, il décide de la piéger et de lui faire peur à sa façon. Il va alors rester à l'entrée de la chambre et appeler le téléphone portable de Charlène pour qu'elle sursaute dans l'armoire et lui faire peur à son tour. Après ça, ils rigoleront ensemble et se mettront tous les deux au boulot et puis c'est tout. Georges compose le numéro de Charlène sur son téléphone, puis appuie sur le bouton vert pour appeler. Et alors qu'il s'attend à entendre la sonnerie de son téléphone au niveau de l'armoire de cette chambre, il est surpris d'entendre cette sonnerie provenant de l'extérieur de la maison. Mais il n'entend vraiment pas beaucoup, comme si cette sonnerie était juste devant la porte d'entrée et se rapprochait petit à petit. Une seconde sonnerie retentit et celle-ci est beaucoup plus proche et s'accompagne de la porte d'entrée qui s'ouvre. Georges est confus et porte l'oreille vers l'escalier qui donne vers le salon. À ce moment-là, il est surpris d'entendre une troisième sonnerie retentir, ainsi que Charlène, sa femme, lui dire tout haut « Salut mon chéri, désolé, je suis un peu en retard, il y avait pas mal de monde sur la route ». Georges reste bouche bée, il sait pas quoi faire ni quoi penser, car si Charlène vient d'arriver dans la maison, qui est rentré dans la maison tout à l'heure, et surtout qui a monté les escaliers, et qui a fait du bruit jusqu'à cette armoire située dans la chambre d'amis. Georges ne perd pas de temps et descend à toute vitesse les escaliers et explique à Charlène qu'ils doivent partir le plus vite possible. Georges prend alors les clés de la maison et décide de claquer la porte sans la fermer à clé. Et je vous explique pourquoi juste après. Georges, au lieu de dire à Charlène qu'il pense que quelqu'un de mal intentionné est dans leur maison, il décide de dire à Charlène qu'il a envie de se faire un resto, rien que tous les deux en amoureux, pour fêter un petit peu l'achat de la maison. C'est ainsi qu'ils vont ensemble passer un petit moment au resto et Charlène sera ravie de voir que Georges fait toujours attention à leur relation, même si ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Quant à Georges, il explique qu'il a essayé de cacher toutes ses inquiétudes durant le repas et que ça n'a pas été difficile par rapport à ce qui s'est passé. Mais y avait-il vraiment quelqu'un ce jour-là dans la maison de Georges et Charlène? Eh bien la réponse est oui, et je vous explique pourquoi. En fait, Georges, le lendemain matin, il a décidé, avant d'aller au boulot, de retourner à leur maison, en travaux, pour en avoir le cœur net. Il rentre donc chez lui, inspecte le rez-de-chaussée, et rien. Donc tant mieux, il va ensuite à l'étage et fait le tour avant de vérifier la future chambre d'amis. Et Georges va alors voir quelque chose qui va le terrifier. Il va voir la porte de l'armoire grande ouverte. Et comme vous savez, elle était fermée la veille, car Georges pensait que Charlène se cachait dedans. Bref, Georges, ça lui donne des frissons et a donc décidé de repartir de chez lui en fermant à double tour sa porte d'entrée. Pour lui, il est sûr, cet homme ou cette femme, ou cet intrus plutôt, est rentré pour on ne sait quelle raison chez Georges alors que la porte d'entrée était pas verrouillée. Et il explique qu'il avait laissé toujours déverrouillé parce que Charlène arrivait toujours quelques minutes après lui. C'était une sorte de routine. Georges finit son thread en disant que toute cette histoire, il a préféré la garder pour lui pour pas faire peur à sa femme. Et il s'est assuré aussi que sa femme n'irait jamais seule dans leur future maison tant qu'il n'y avait pas installé de système de sécurité. Bref, moralité de l'histoire, fermez bien vos portes d'entrée, on sait jamais qui peut vouloir rentrer et squatter votre chambre d'amis. Bon, ça tombe bien, j'ai pas de chambre d'amis. Bon là. Ici, on va parler de babysitting. Et vous êtes pas prêts. Je pense qu'après cette première histoire, il y aura beaucoup de parents en PLS qui n'oseront plus sortir de chez eux, et moi y compris. Car oui, pour cette histoire, on va parler de Flavie, une étudiante qui vit toujours chez ses parents et qui fait régulièrement du babysitting. Elle a plusieurs familles chez qui elle va pour s'occuper de leurs enfants. Et plus précisément, une famille qui a 2 enfants. Et le bon plan, c'est qu'ils sortent souvent, 1 à 2 fois par semaine. Donc Flavie, elle a du boulot. Ça lui fait du boulot, elle est payée pour ça, et du coup, elle est très contente. Et en plus, c'est une famille qui paye assez bien, donc parfait. Un jour, cette famille explique à Flavie qu'il y a bientôt un mariage dans leur famille et il demande si ça l'intéresserait de faire une grosse soirée babysitting, genre 10 enfants à garder. Alors oui, c'est beaucoup et Flavie en a conscience, sauf qu'en contrepartie, c'est près de 300 € qu'elle peut se faire en une soirée. Après tout, 4-5 heures à garder une dizaine d'enfants pour prendre 300 €, elle hésite. Non, je rigole. La famille, elle n'a pas le temps de finir la phrase qu'elle dit oui direct. Elle en a besoin pour financer ses études. Donc c'est parti. Le jour du mariage arrive et Flavie explique que tout est bien organisé, de manière à ce que les adultes présents au mariage sont dans une salle, pendant que Flavie, qui garde les enfants, est dans une salle annexe. Alors c'est pas collé à la salle de mariage, mais c'est vraiment à quelques pas.
Et en plus, c'est aménagé pour les enfants, donc parfait. Ils vont tous jouer entre eux et elle sera plutôt tranquille, Flavie, finalement. C'est pas comme si elle devait garder tous les enfants et les mettre à dormir un par un. Cette fois-ci, ils ont entre guillemets quartier libre et ils peuvent dormir plus tard en fait. Donc j'avoue, c'est assez cool pour Flavie au premier abord. La soirée démarre et au début, et comme souvent d'ailleurs, tout se passe à merveille pour Flavie. Les enfants jouent et Flavie sympathise avec les enfants qu'elle ne connaît pas. Elle a prévu même quelques activités pour que la soirée se passe bien, autant pour les enfants que pour elle. Vers le milieu de la soirée, selon Flavie, et aux alentours de 22h30, 23h, un invité du mariage entre dans la salle et se joint à Flavie pour jouer un peu avec ses neveux et ses nièces. Il se présente comme un oncle, donc c'est ok. Et au bout de quelques minutes, Flavie fait un jeu avec les plus grands. Alors je ne l'ai pas précisé, mais les enfants ont entre 4 et 12 ans. Et du coup, tout le monde aime bien, même les petits de 4 ans, donc c'est une grande réussite ce qu'elle a préparé. Sauf qu'il y a un enfant qui est à l'écart. Il y a un comportement assez bizarre. Flavie va voir cette petite fille qui regarde constamment un des petits garçons de 4 ans. Et c'est normal, c'est son frère. Donc logiquement, Flavie demande à cette petite fille si elle veut rejoindre son petit frère qui joue avec l'oncle qui est arrivé, qui est toujours là, rappelons-le. Sauf que cette petite fille va dire à Flavie un grand non, tout en regardant son petit frère jouer avec son oncle. Et ça s'arrête là. Flavie, elle essaye donc de creuser et d'en savoir davantage sur cet oncle, et elle lui demande donc si c'est son oncle ou peut-être même son parrain, qui sait. Sauf que la petite fille va regarder Flavie en haussant les épaules, puis va continuer à ne rien dire tout en jouant et en fixant son oncle. Bon, Flavie, elle essaye tant bien que mal de réintégrer cette petite fille au groupe, et heureusement, ça va marcher. Flavie, elle en profite pour faire une petite vidéo avec tous les enfants en guise de souvenir. Alors non, c'est surtout pour envoyer aux parents afin de leur montrer que tout va bien. Et en effet, ils ont créé un groupe WhatsApp entre Flavie et tous les parents pour que celle-ci puisse mettre des photos, des vidéos de la soirée et montrer que tout se passe bien. Et c'est vrai que quand on est parent, on aime ce genre de groupe pour s'assurer que notre enfant va bien. Elle envoie donc la vidéo et quelques photos, puis la soirée continue. Quelques minutes plus tard, un des enfants demande expressément à Flavie d'aller aux toilettes avec elle. Et vous savez, quand faut y aller, il faut y aller. La porte des toilettes est littéralement dans un petit couloir, à vraiment 5-6 mètres de la salle de jeu où ils sont. Donc pas de souci pour Flavie, qui l'accompagne. En plus de ça, y a toujours l'oncle qui s'amuse avec les enfants, donc parfait, elle laisse pas vraiment les enfants sans surveillance. Flavie gère bien la situation en s'occupant de l'enfant aux toilettes, tout en jetant régulièrement un œil sur la salle de jeu. Elle voit l'oncle s'amuser avec un des enfants de 4 ans en lui faisant la posture du roi lion. Alors vous savez, il le met en hauteur comme s'il présentait Simba au peuple. Alors désolé si vous connaissez pas, je peux rien pour vous. Alors parfait, ça laisse quelques minutes, quelques même secondes pour Flavie qui décide d'ouvrir son téléphone pour voir si elle a reçu des SMS de ses amis. Et oui, elle a reçu quelques SMS, donc en profite pour les lire et leur répondre. Avant d'éteindre son téléphone, elle entend une sonnerie. C'est un message provenant du groupe WhatsApp et elle décide de regarder car c'est le groupe des parents des enfants qu'elle garde. Et ce qu'elle va lire va la terrifier. Le papa des 2 enfants qu'elle garde habituellement a écrit « Sympa d'être venu avec un proche à toi pour t'aider ce soir ». Sauf que la personne dont parle le papa, c'est l'oncle, qui est supposé bien connaître parce qu'il est censé être au mariage en même temps qu'eux. Et donc si c'est pas un oncle ou quelqu'un de la famille, qui sait vraiment cette personne? Flavie, elle écrit 4 lettres sur son téléphone et envoie du coup « aide » dans le groupe WhatsApp. Puis elle range son téléphone et retourne immédiatement dans la salle de jeu située à quelques mètres. À ce moment-là, elle est en panique car elle ne voit plus l'oncle. Elle compte donc les enfants, dont celle qui vient de revenir des toilettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Flavie se rend compte qu'il manque un enfant et court en direction de la porte pour attraper potentiellement cet enfant ou cet homme avec cet enfant avant qu'il ne soit trop tard. Flavie court et aperçoit effectivement au loin cet homme partir avec cet enfant qui manque à l'appel. Flavie court après et crie de toutes ses forces afin qu'au moins une personne présente au mariage l'entende et vienne l'aider. Malheureusement, il n'y a personne, mais les cris de Flavie étant tellement forts que l'homme a posé l'enfant avant de prendre la fuite. Flavie a pu enfin récupérer cet enfant et le ramener dans la salle de jeu, là où les enfants sont désormais tout seuls. Quelques minutes plus tard, les parents des enfants sont arrivés pour venir en aide et heureusement au final tout est rentré dans l'ordre et ils sont passés à côté du pire. Heureusement les parents ont été compréhensifs et ont compris le quiproquo. Flavie pensait que c'était un oncle et donc qui était connu par les parents et inversement, les parents pensaient que c'était un proche de Flavie et que tout allait bien. Et Flavie, elle va conclure sur 2 choses. La première, c'est qu'elle comprend mieux pourquoi une des filles regardait constamment cet homme jouer avec son petit frère, car en réalité, elle ne le connaissait même pas. Et la seconde, c'est qu'elle se souviendra principalement d'une chose là-dedans, c'est que lorsqu'elle a aperçu l'homme s'échapper avec l'enfant, eh bien c'était comme si elle voyait un homme avec son fils. Et c'est-à-dire que l'enfant n'hurlait pas la mort, il n'avait même pas conscience qu'il était en train de vivre un kidnapping. Et c'est effectivement ça le plus choquant dans cette histoire, car si Flavie n'était pas sortie et avait crié dans tous les sens, cet homme serait passé incognito dans la rue comme s'il était avec son propre enfant. Bon, on démarre plutôt en beauté avec cette première histoire. En tout cas, je vous propose de ne pas faire redescendre la sauce et on enchaîne tout de suite avec la seconde histoire. Bon, spoiler alerte, on est sur une histoire complètement folle ici. Et cette histoire, c'est celle de Laetitia et de Geoffrey, en couple depuis maintenant 8 ans.
Et ils ont un petit enfant un peu poilu du nom de Bouboule. Alors non, je déconne, c'est pas leur enfant, c'est leur petit chien. Bref, Geoffrey explique que c'est donc leur 8e année ensemble et qu'il a prévu d'organiser un week-end en amoureux à quelques heures de chez eux. Il a réservé un chalet contenant un spa pour profiter ensemble d'un petit moment de repos. Laetitia, sur le coup, elle est très heureuse de passer un week-end avec Geoffrey, donc elle fait rapidement ses affaires et tous deux se dirigent vers le lieu en question. C'est un Airbnb où les clés sont dans un petit boîtier avec un code. Donc ils rentrent le code et rentrent dans le chalet. Et là c'est sublime pour eux. Non seulement le chalet est situé dans un endroit magnifique, proche d'une forêt et bien reculé de la ville, mais surtout la déco du chalet est juste impressionnante, genre luxueux. Et il y a effectivement tout pour passer un moment exceptionnel dans ce Airbnb. Hammam, sauna, jacuzzi, c'est parfait pour se détendre et passer un bon week-end. Non mais c'est ouf en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur un thread horror depuis le début, on est sur une publicité de vacances là. Bon, rassurez-vous, tout va bientôt devenir un peu plus dark. Après avoir profité quelques heures, il est désormais 18 h quand Geoffrey décide de faire une petite sieste, car il est KO de sa journée, la route, se trémousser dans le jacuzzi, ça fatigue, on est d'accord. Laetitia, elle va en profiter pour aller promener Bouboule, leur petit chien, aux abords de la forêt. Et sur le coup, elle est contente, car ils habitent habituellement en ville et donc très peu d'espace vert contrairement à ici. Laetitia se promène et profite pour détacher la laisse de Bouboule qui va courir un peu partout dans les bois. Laetitia ne croise alors personne et s'enfonce petit à petit dans les bois. Sauf que plus le temps passe, plus il fait sombre et Laetitia se sent de moins en moins à l'aise dans les bois. Même si son petit chien est là, elle explique qu'elle se retourne régulièrement par réflexe pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière elle. Alors levez la main, tous ceux qui font pareil dans le noir. Ok. Bref, vous l'aurez compris, Laetitia fait rapidement demi-tour pour rentrer de promenade. Elle appelle donc Bouboule pour qu'il revienne et continue sa route. Sauf qu'habituellement, Bouboule il revient assez vite. Mais là, eh bien non, ça fait désormais quelques minutes que Laetitia ne voit plus son chien revenir à son niveau. Bon, pas de panique, c'est déjà arrivé souvent, donc elle décide de revenir sur sa route et à s'enfoncer de nouveau dans les bois et à crier après son chien. Mais toujours rien. Laetitia est donc seule, dans le noir, entourée d'arbres dont les branches bougent et craquent toutes seules à cause du vent. L'ambiance est pesante pour Laetitia, qui décide de rentrer au chalet rapidement pour prévenir son copain Geoffrey afin qu'ils cherchent à deux pour retrouver leur chien. Elle commence à courir, sauf qu'au loin, elle croit apercevoir quelqu'un. Elle se dit dans un premier temps que ça peut être Geoffrey qui s'est réveillé et qui la rejoint sur le sentier en pleine forêt. Sauf que la silhouette dans le noir qu'elle aperçoit, elle se comporte bizarrement, comme si la personne voulait se cacher derrière un arbre. Et surtout, elle ne ressemble pas à la silhouette de Geoffrey qui est plutôt grand et fin. Alors que là en face, on dirait quelqu'un d'un peu plus petit. Et le fait d'avoir perdu la trace de son chien et de tomber face à une silhouette à quelques mètres d'elle, c'est trop pour Laetitia qui est au bord de la crise de nerfs. Elle décide tout de même de prendre son courage à deux mains et de simuler un appel au téléphone afin que la silhouette sache qu'elle est en ligne et ne fait pas quelque chose que Laetitia n'aimerait pas. Laetitia arrive donc au niveau d'où était la silhouette avant qu'elle se cache et parle de plus en plus fort pour montrer sa présence et le fait qu'elle est en ligne avec quelqu'un. Heureusement pour Laetitia, elle dit qu'elle n'a plus vu cette silhouette à ce niveau-là. Elle regarde partout autour d'elle et heureusement, effectivement, il n'y a que des arbres mais plus de silhouette. Elle accélère de nouveau le pas jusqu'à arriver au bout du sentier, là où il fait moins sombre. Ça lui permettra aussi de se sentir un peu en sécurité avant d'aller chercher Geoffrey, car n'oublions pas, son chien est tout seul dans les bois et ils doivent y retourner ensemble juste après. Sauf qu'arrivée au bout du sentier, elle sent une main se poser sur son épaule. Laetitia pousse un cri de peur par réflexe et se retourne. C'est alors qu'elle fait face à un homme capuché sorti de nulle part. Cet homme tient dans les bras Bouboule, le chien de Laetitia, et lui dit qu'il l'a cherché pour lui rendre. Donc gros ouf de soulagement pour Laetitia qui pensait que cette silhouette qu'elle avait vue était là pour toute autre chose. En tout cas Laetitia prend donc son chien dans ses bras et remercie rapidement l'homme, confuse de l'avoir jugé un peu trop vite de loin. Mais bon, j'avoue, dans la forêt avec cette ambiance, ça se comprend. Avant de repartir de son côté, Laetitia attache la laisse de son chien et fait malheureusement tomber son téléphone. Le garçon se penche alors pour l'aider et ramasser le téléphone et le tendre à Laetitia. Sauf que le garçon va alors dire à Laetitia « Ah, vous n'étiez pas au téléphone finalement ?» Et cette phrase va glacer le sang à Laetitia. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment parce qu'elle sait désormais que l'homme l'observait et l'écoutait pendant tout ce temps. Et la seconde, c'est parce que le visage de ce garçon a commencé à changer littéralement d'expression, laissant penser à Laetitia que ses intentions ne sont vraiment pas si bonnes que ça. Laetitia reprend son téléphone des mains du garçon, pendant que celui-ci rajoute « Vous savez, c'est très dangereux pour une femme comme vous de se promener aussi tard dans les bois. » Et il va finir par dire « Laissez-moi vous raccompagner ». Évidemment, Laetitia est paniquée suite à ces propos. Elle, tout ce qu'elle veut maintenant, que son chien a été retrouvé, c'est de prendre ses jambes à son cou et de s'en aller rejoindre Geoffrey en sécurité au chalet. Alors Laetitia elle explique que tout va bien et qu'elle va rejoindre tout de suite son copain car le chalet est à seulement quelques minutes du sentier. Laetitia va alors reprendre sa route en direction de la fin du chemin et elle se dit qu'elle taperait un sprint au virage jusqu'au chalet. Elle marche donc et est très attentive au bruit derrière elle, mais par chance à ce moment-là elle n'entend rien, ce qui signifie que ce garçon est probablement parti dans la direction opposée.
Laetitia est maintenant à quelques mètres de la fin du chantier lorsqu'elle décide de se retourner pour bien s'assurer qu'elle n'est pas suivie et ensuite elle fera son plus grand sprint. Sauf qu'en se retournant, elle voit à quelques mètres d'elle ce garçon qui la suit furtivement sur la pointe des pieds. Laetitia crie de nouveau et s'échappe en courant par peur que le garçon s'en prend à elle. Elle arrive à la fin du sentier, elle va pour tourner afin de se diriger vers le chalet. Elle voit le chalet au loin lorsqu'elle est d'un coup tirée par derrière. Une main est mise devant sa bouche, l'empêchant d'émettre le moindre son. Laetitia explique qu'à ce moment-là, elle est tirée dans la forêt par ce garçon et qu'elle ne peut à peine se débattre. Entre-temps, son chien Bouboule aboie de toutes ses forces, mais malheureusement, il est entraîné à ne pas mordre, ce qui fait qu'à part aboyer, il n'est pas d'une grande aide pour Laetitia, dont les secondes sont probablement comptées. Laetitia explique qu'elle va se faire tirer sur plusieurs mètres dans la forêt et voir le bout du sentier s'échapper petit à petit. Son chien aboie toujours à l'entrée du sentier, mais malheureusement, elle l'entend de moins en moins fort. Le garçon s'arrête et décide d'attacher dans l'obscurité Laetitia. Il lui met un scotch sur la bouche et attache ses mains pour l'empêcher de se débattre. Par chance, le scotch étant mal mis, Laetitia peut pousser un seul hurlement en direction de l'entrée du sentier. Et c'est alors qu'elle voit au loin son chien accompagné d'une silhouette courir vers elle. Les bruits de pas se rapprochent et elle peut entendre son copain Geoffrey crier après elle. Le garçon qui tient Laetitia va alors la projeter par terre et prendre la fuite dans la direction opposée, dans la forêt profonde. Geoffrey va alors s'arrêter pour aider Laetitia et ensemble ils vont vite partir de ce sentier pour être hors de danger. Et c'est ainsi que l'histoire de Laetitia et Geoffrey va alors se terminer et j'ai envie de dire tant mieux. Et en même temps, si elle n'avait pas survécu à cette promenade, je pense pas que je serais là en train de vous raconter cette histoire. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je rappelle assez régulièrement quand même que chaque histoire que je trouve sur des forums par-ci par-là, étrangers ou français, bah c'est pas sûr à 100% que ce soit réel. Mais bon, place au doute quand même, moi des fois j'ai envie d'y croire. Bon, petite histoire pour terminer cette vidéo, on va parler de Julia. Julia, c'est une femme de 24 ans qui vit avec sa mère et son frère Kevin. Faut savoir que Julia, elle est souvent seule à la maison avec son frère Kevin, car ses parents sont divorcés depuis pas mal de temps et que sa mère part souvent chez son nouveau copain. Et autant un divorce, ça doit pas être cool du tout quand on est jeune, autant là Julia elle explique qu'elle vit sa meilleure vie à 24 ans. Pour elle, c'est comme si elle avait pris son indépendance plus tôt que prévu sans payer de loyer. Bon, chacun se fera sa petite idée là-dessus, moi je continue mon thread. Julia et Kevin sont donc souvent ensemble et ils en profitent pour faire des soirées avec leurs amis communs chez eux. Un soir, Julia demande à Kevin si ça lui dérange pas de lui laisser la maison car elle a prévu d'inviter quelques copines ce soir. Et ça tombe bien parce que Kevin il dit pas du tout, ce soir je suis pas là, je vais voir des potes en ville, donc vas-y fais-toi plaisir. Et si Julia demande si elle peut avoir la maison ce soir, c'est parce qu'en fait elle invite pas des copines, mais son petit copain. Julia elle se dit donc qu'elle va être tranquille et qu'elle a le temps pour se préparer avant que son nouveau petit copain arrive. C'est l'heure pour Kevin de s'en aller et il va rejoindre ses amis, pendant que Julia file dans la douche pour être prête quand son copain arrivera. Elle envoie un message à son petit ami pour lui dire qu'il peut rentrer sans frapper, car elle sera certainement sous la douche. Alors je sais pas si je raconte un thread d'horreur ou le début d'un film X là, mais bon, on verra bien. Bref, Julia est dans la douche, elle explique qu'à ce moment-là, elle se lave les cheveux et qu'elle a donc les yeux fermés, pour pas que ça lui pique les yeux, bien entendu. Sauf qu'alors qu'elle a les yeux fermés, elle entend un gros bruit qui provient en bas de chez elle. Julia sursaute, puis se dépêche de rincer ses cheveux, et puis elle ouvre les yeux et coupe l'eau de la douche pour écouter ce qui se passe en bas, au cas où. Et ça va, elle entend rien. Et elle rallume donc la douche et continue à se doucher. Et alors qu'elle regarde à travers sa vitre, elle aperçoit une silhouette devant la porte de la salle de bain. Alors pas de panique, même si la vitre est opaque, elle reconnaît la silhouette de son copain. Julia est soulagée, elle sait que c'est son petit ami qui a fait ce bruit en bas de chez elle et se met donc à rire toute seule. Et ensuite elle enchaîne en disant à son petit ami qu'elle va plus être très longue et qu'il peut aller dans le salon, elle va le rejoindre. Et c'est donc naturellement que son petit ami, sans dire un mot, s'en va en direction du salon. Au bout de quelques minutes, Julia sort de la douche. Elle s'essuie, puis elle est surprise par son téléphone qui sonne. Au début, elle jette juste un œil, puis elle commence à regarder de plus près son téléphone, car elle n'est pas sûre de ce qu'elle vient de voir. En fait, ce qu'elle voit en gros sur son téléphone, c'est le numéro de son copain. Elle prend son téléphone et lui dit directement qu'il abuse, que s'il veut lui parler, il a qu'à monter, il sait où elle est en fait. Et là, son copain va directement lui dire « Écoute, je sais pas ce que tu me racontes, je sais pas qui est chez toi, mais je t'appelle juste pour savoir si t'as besoin de quelque chose, je suis au magasin, faut me le dire tout de suite. » Julia, elle bloque un peu par téléphone et lui dit « Je savais pas que tu étais reparti, je pensais que tu m'attendais comme prévu dans le salon. » Et vous l'aurez compris, dialogue de sourds, personne ne se comprend. Sauf que quelques secondes plus tard, elle entend le bruit d'une chaise provenant de sa cuisine en bas. Tout de suite, le ton devient plus sérieux et Julia demande alors si c'est pas lui qui lui fait une blague depuis tout à l'heure. Et la réponse de son copain, c'est évidemment non. Julia décide de s'enfermer à double tour dans la salle de bain et de rester au téléphone avec son copain. Et la fin est très glauque, et vous m'en direz des nouvelles. Le copain de Julia explique au téléphone qu'il arrive au niveau de son quartier dans quelques minutes et qu'il va juste se garer, puis rentrer chez Julia pour lui venir en aide, au cas où il y a toujours quelqu'un chez elle. Son copain se gare, il sort de la voiture et se dirige pas tout à fait confiant vers la porte d'entrée. Et arrivé à quelques mètres de celle-ci, il peut voir un garçon, lui ressemblant comme deux gouttes d'eau, sortir de la maison de Julia. Le copain de Julia explique qu'il est stupéfait, à quel point la ressemblance est criant. Ce garçon va alors passer à côté de lui et lui dire « salut » et puis s'en aller et partir du quartier.
Le copain de Julia rentre dans la maison, puis il rejoint Julia qui depuis tout ce temps est dans la salle de bain enfermée. Julia explique qu'elle a été soulagée d'entendre son copain lui parler et qu'elle est enfin sortie de la salle de bain saine et sauve. Julia raconte qu'avec son copain, ils reparlent souvent de cet épisode qui s'est produit et qu'ils ne comprennent ni pourquoi, ni dans quelle intention ce garçon est rentré chez Julia. Et le pire dans tout ça, c'est le copain de Julia, qui lui n'arrive pas à digérer le fait d'être tombé nez à nez avec une sorte de jumeau, avec quelqu'un qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et qui plus est, le garçon est sorti de la maison avec un naturel beaucoup trop prononcé pour quelqu'un qui s'infiltre chez quelqu'un qui ne connaît pas. Bref, fin de cette histoire, fin de cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne et c'est trop bien. En tout cas, je compte sur vous. Bref, on se dit à bientôt. Bisous. Perfect.